Bonjour à tout le monde, merci d'être là et merci aux organisatrices et aux facilitateurs de ce colloque. Alors je les remercie en particulier de m'avoir fait descendre pour parler d'éducation à la sexualité à la station Pigalle. Comme j'ai été adolescent à Paris, ça m'a rappelé vaguement quelque chose. Alors, tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. C'est de Jean de La Fontaine. Et ça suit, là je vous ai mis des points de suspension, ça suit par toute une fable mythologique sur les raisons qui amènent la folie à conduire l'amour. Voilà. Je vous conseille de la lire, évidemment. Elle n'est pas forcément très connue, mais elle existe dans les bons recueils. Alors là, par contre, coucou. Ah bah, normalement, ça... Ah bah, pardon, là, je vais un peu trop loin. Voilà. Donc, je suis médecin des enfants, en fait, mais je suis un peu attardé. Je n'ai pas fait la césure entre le corps et le psychisme. Bon. Alors... Sexualité infantile, j'ai marqué un point d'interrogation parce que tous les programmes d'éducation sexuelle dont on vient de vous parler, dont vous avez largement parlé Ariane et Karine, y compris Virginie, reposent sur une affirmation de l'existence d'une sexualité chez l'enfant. Et dès la naissance, précise l'OMS dans ses textes, les textes, alors, ils sont là, vous pourrez les consulter et surtout, vous pouvez vous les imprimer, voilà, c'est pas... Alors, pendant un moment, on a eu du mal à les avoir sur Internet quand même, mais on finit par les avoir. Alors, cette affirmation, dès la naissance selon l'OMS, au Québec, en ce moment, on vous explique même que quand on voit l'échographie, les fœtus se masturbaient dans le ventre de leur mère. Je n'exagère pas, c'est écrit, c'est des écrits. Vous avez les références, d'ailleurs, c'est pas pour vous inciter à acheter le bouquin, mais j'ai mis toutes les références dans le livre que je fais. Alors, c'est exactement la même affirmation qu'ont les pédophiles, pédocriminels, pour justifier leurs actes. C'est-à-dire que moi, en tant qu'expert, j'ai eu affaire à des enfants, mais j'ai eu aussi, pour des raisons éventuellement que je vous expliquerai, mais ça rallongerait un peu le temps, j'ai eu affaire à des pédocriminels qui étaient, comme dans la grande majorité des cas, d'excellents prisonniers. Très bien. Donc, ils demandaient des remises de peine. Et on me disait, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Et eux, ils vous disent, et j'ai entendu ça sous à peu près les mêmes termes, mais docteur, vous êtes complètement attardé. Les enfants, ils ont une sexualité, et moi, je leur apprends la sexualité très bien, très doucement, je ne les traumatise pas. Bon, ça vous rappelle quelque chose dont on vient de vous parler. Alors, cette affirmation, pour être clair, les standards de les standards de l'éducation sexuelle reposent sur l'affirmation que tout doit être fait avec des bases scientifiques. Or, cette affirmation d'une éducation sexuelle, d'une sexualité dès la naissance, ne repose sur aucune base scientifique. Ce que vous a décrit du rapport Kinsey, on ne peut pas dire que ça soit une base scientifique, c'est tout le contraire, c'est au contraire une agression criminelle. Et les, entre guillemets, orgasmes dont il parle, que vous a décrit Ariane, pour un médecin d'enfants et qui s'y connaît un tant soit peu en neuropédiatrie, ça évoque exactement une crise d'épilepsie de l'enfant. Parce que la crise d'épilepsie du nourrisson, et du jeune enfant, ce n'est pas la même que celle de l'adulte. Voilà. Donc, dans l'état actuel de nos connaissances, c'est un dogme. On va voir les distinctions, quelques éléments, ce n'est pas tous, les bases de ce dogme. Il y a la méconnaissance du développement des enfants. Et donc, du coup, comme on méconnaît leur développement, eh bien, il y a une intrusion du monde des adultes dans celui des enfants, et puis des éléments déjà plus techniques. Alors, je vais vous parler en termes médicaux, excusez-moi, mais presque même en termes scientifiques, puisqu'en fait, l'affirmation de l'OMS et de tous ceux qui font la promotion de cette éducation à la sexualité chez l'enfant
affirme que c'est sur des bases scientifiques. Or, je vais vous montrer que finalement, ça n'a rien de scientifique, tout ça. Alors, si je dis des gros mots médicaux, vous levez la main, vous criez au scandale. Sinon, les questions, c'est pour la fin. Attention, il y a des pièges. Alors, la confusion entre la présence d'un organe anatomique et ses fonctions, je vais vous expliquer ça, et puis la confusion entre la sensorialité et la sexualité. Alors, développement ou pas? Chez l'être humain, et donc chez l'enfant, il y a deux façons dont on pourrait envisager le développement. Il y en a une qui vous est présentée... Attendez, alors là, hop là, excusez-moi, il faut que je passe. Je préfère avoir le... je peux essayer de les passer, si tu veux, je ne sais pas. Alors, oui, mais ça c'est bon, mais je voudrais arriver à la suivante. Excusez-moi. Oui. Voilà. En fait, actuellement, dans ce qui est présenté par l'OMS, c'est un mode de développement qui est très inhabituel, qu'on ne rencontre pas chez l'enfant. C'est l'idée qu'une fonction serait présente dès la naissance et qu'elle ne ferait que se présenter sous des modes différents suivant le développement de l'individu. On va reprendre ça un petit peu plus loin, vous allez voir. Ah bien, la sexualité suit-elle un mode de développement habituel, comparable aux autres secteurs du développement de l'enfant? La notion, avec en particulier la notion de prérequis, enfin, que je vais développer, qui est nécessaire à la mise en place de la fonction elle-même, la fonction, comme l'a dit Ariane, ne pouvant se faire qu'au terme d'une certaine maturation biologique et psychologique. Alors, les prérequis, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le détailler un petit peu. Au cours du développement de l'enfant, il y a certaines acquisitions qui sont indispensables à l'émergence de la fonction mature. On les appelle des prérequis et ils ne peuvent pas être court-circuités. Qu'est-ce que c'est? Ces prérequis sont grandement fonction du développement neurologique et neuropsychologique de l'enfant, ainsi que de son environnement. Et ils sont peu influencés par l'apprentissage. Alors, je vous donne comme exemple la marche. La marche, on n'a pas besoin d'apprendre à marcher aux enfants. On peut les aider à développer la marche, mais on n'a pas besoin de leur apprendre à marcher. Par contre, ils ne peuvent pas marcher avant l'acquisition de certains prérequis, la tenue de l'axe vertébral, la motricité alternée. Tant que le système neurologique et neuropsychologique n'est pas mature, ils ne peuvent pas marcher. Et vous pouvez essayer d'apprendre à marcher un gamin de 6 mois, vous allez le faire tomber et vous n'allez que créer des traumatismes. Ça rappelle peut-être quelque chose. C'est la même chose au niveau du langage oral. Il faut bien sûr avoir des organes phonatoires et auditifs, mais il faut avoir un cerveau avec des stades, des aires linguistiques. Il faut avoir la communication qui se met en place. Alors je vous signale que dans le mode de développement, c'est d'abord la communication sans forcément de moyens bien évidents pour le bébé de communiquer, et puis ensuite le langage. J'ai souvent entendu dire, une fois qu'il aura du langage, il pourra communiquer. Non, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est d'abord la communication et ensuite le langage. C'est un peu le problème des enfants autistes. Alors, tout ça fait que... alors, les autres stades, pardon, elle vous en a parlé, Ariane vous en a parlé, c'est les stades de Piaget, les stades cognitifs. Et en particulier, le stade, ce qu'on appelle des opérations concrètes, que Piaget qui apparaît vers 6-7 ans. Le premier stade, les 2 premières années dans les stades du développement de Piaget et de ses élèves, c'était pendant les 2 premières années le stade sensorimoteur. Ça veut dire qu'on en est au stade où c'est les aspects sensoriels et les aspects moteurs, avec les interactions dont vous a parlé Ariane, qui modulent le développement de l'enfant. Et puis bien d'autres. Alors je mets hémoglobine parce que, par exemple, quand un bébé naît, il n'a pas la même hémoglobine. Il a une hémoglobine qui a été adaptée à sa vie fœtale. Elle va persister pendant 2-3 mois, assez variable suivant les individus, et qu'ensuite il y a une autre hémoglobine. Donc je veux dire, tous ces stades de développement, tous ces prérequis, c'est en fait ça le mode de développement habituel d'un être humain. Alors on ne voit pas très bien pourquoi ça serait différent pour la sexualité, ou en tout cas,
il faut inverser les rôles, ça serait à l'OMS de nous donner les critères scientifiques qui font que ça ne se passe pas comme pour les autres stades, les autres secteurs du développement de l'enfant. Je suis un peu gêné, excusez-moi, parce que là, je vous ai squeezé une diapo et que j'ai un peu de mal là, avec cet engin. Voilà, ça c'est exactement, c'est l'illustration de ce que je vous disais. Alors, je parlais d'autre chose ici, c'est la confusion entre la présence d'un organe, voilà, la présence d'un organe ou d'un groupe d'organes, ou d'un groupe d'organes anatomiques, ça n'implique pas l'existence d'emblée de toutes les fonctions auxquelles ils pourront servir plus tard. Hein, voilà. Donc, ça reprend un peu ma diapo précédente. Le nouveau-né possède un cerveau, un larynx, mais il ne parle pas. Sa bouche sert à téter, ses cordes vocales à pleurer, c'est adapté à son âge. Le nouveau-né est équipé de jambes et de pieds, mais il ne marche pas. La motricité rudimentaire, on parlait de réflexes archaïques qui ne sont pas du tout archaïques, qui servent à téter, ils servent à se rapprocher du mamelon de la maman. Voilà. Autre confusion, donc, c'est la confusion entre la présence d'un organe et sa fonction. À la naissance, les organes génitaux des enfants, les organes génitaux externes, n'ont évidemment aucune fonction génitale. Hein, ils ne peuvent pas produire des enfants eux-mêmes et ils n'ont aucune fonction sexuelle en fait. Leur principale fonction est l'élimination de l'urine. Alors je vais annuler certains, vous entendrez peut-être parler aussi de la possibilité d'érection spontanée de la verge des petits garçons. Elle est liée le plus souvent à l'envie d'uriner. Quand on fait de la néonatologie, et en particulier les infirmières et les puéricultrices savent très bien que le bébé et des fois le petit nouveau-né ou préma est en érection, et puis quand il fait pipi, l'érection elle cède. Il n'y a pas que les bébés d'ailleurs qui orientent ça, et les hommes savent qu'ils peuvent avoir d'autres raisons d'être en érection qu'un désir sexuel. Parfois à la toilette. Hein. Quand on le change, etc. C'est plus rare d'ailleurs. On peut avoir un petit garçon qui est en érection, mais en fait ça cède, c'est de la sensorialité, on va y revenir. La soi-disant mini-puberté des petites filles, c'est que ça peut arriver, c'est un tout petit écoulement sanguin vaginal, enfin la vulve, qui, après la naissance, c'est tout simplement que le bébé était sous une imprégnation œstrogénique de sa mère, les œstrogènes, ça passe bien le placenta, et qu'au moment où il naît, il n'a plus d'imprégnation œstrogénique par sa mère, et donc il y a l'équivalent d'une toute petite desquamation de l'utérus. Voilà. De la petite fille. La gynécomastie, c'est-à-dire les seins qui sont un peu proéminents, un peu gonflés, sont du même ordre d'idées, hein, c'est-à-dire que ce sont les œstrogènes maternels qui font cette imprégnation au niveau des seins du bébé, mais que dès que le bébé sort de sa mère, en quelques jours, ça disparaît. Alors, je vais insister aussi sur quelque chose qui est très important, c'est la grande variabilité du développement entre les individus. Parce qu'en ce moment, on veut vous faire de l'éducation, pas seulement sexuelle, de toute une tranche d'âge au même moment. Et il y a beaucoup d'enfants qui peuvent être même dans les apprentissages cognitifs en difficulté avec ça, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'âge. Pour info, dans certains pays, on fait l'apprentissage de lecture un peu plus tard qu'en France. Mais ce que je veux insister, c'est sur le caractère individuel. Donc je vous ai marqué l'âge de la marche. C'est entre 9 et 18 mois, physiologique, on va dire. Hein. Eh bien, c'est jamais que par rapport à l'âge de la naissance, chez un bébé, c'est jamais que le double. Vous imaginez? Et donc, il y a une grande variabilité, et tout ça n'est pas du tout pris en compte. Hein, voilà. Ensuite, l'importance de l'aspect diachronique du développement. Personne réagit là? Ah, voilà. Alors, l'aspect diachronique, je vais vous montrer ça sur un carnet de santé. J'ai pris un carnet de santé. L'aspect diachronique, on vous montre toujours
l'aspect, ce qu'on appelle synchronique. L'aspect synchronique, c'est-à-dire qu'on compare les enfants du même âge. Et on vous dit, il est plus gros, il est plus maigre, il est plus grand, il est plus... Et souvent, on va vous dire, c'est normal, c'est pas normal. On va vous dire, à la maternelle, c'est acquis, c'est pas acquis, c'est ceci, etc. Ça, c'est l'aspect synchronique. Synchronique, ça veut dire c'est même chronos, c'est le moment, au même temps. Mais ce qui compte chez un enfant, et qu'on ne fait que peu ou pas pour la croissance de la taille, du poids, etc., et qu'on ne fait pas du tout pour le développement même cognitif ou affectif de l'enfant, c'est l'aspect diachronique, ça veut dire au cours du temps. Alors je vous ai pris, je pense que vous voyez, mais vous connaîtrez, vous repérerez tous là-dessus, c'est des courbes de croissance. Dans le carnet de santé de l'enfant, on marque les poids au moment, 3 mois, machin, etc., les poids, les tailles. Mais ce qui compte, c'est comment il grandit par rapport à lui-même. Est-ce qu'il grandit dans ce qu'on appelle sa courbe de croissance? Alors c'est très rarement reporté, ça. C'est très rarement, alors que ça donne des indications tout à fait importantes. Peu importe d'être soi-disant en retard, peu importe d'être soi-disant en retard ou en avance par rapport aux autres, ce qui compte, c'est que sa croissance, elle soit fluide, on va dire, elle soit harmonieuse. C'est ça qui compte. Et ça, c'est tout à fait passé sous silence. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des fluctuations importantes dans la mise en place d'une fonction. Par exemple, dans la latéralité, moi, j'ai été amené à voir des gauchers contrariés. Parce que pendant un moment, l'enfant, il n'est pas tout de suite latéralisé au cours de la croissance. Et puis ça dépend, comme je vous ai... la marche entre 9 et 18 mois, à quel moment il va être complètement latéralisé? Alors on a eu, on le sait bien, des gauchers contrariés. Il y a à peu près 10% des enfants qui, pour des raisons physiologiques, je ne parle pas d'affections neurologiques, sont latéralisés à gauche. Il y a souvent des antécédents familiaux, c'est constitutionnel. Bon. Alors ces enfants-là, pendant un moment, on a voulu leur apprendre à écrire avec la main droite, à tenir à droite. Donc il y a eu des gauchers contrariés. Puis après, on a fait le contraire. Comme les enfants étaient un peu jeunes et certains à 3 ans ne sont pas encore latéralisés, un enfant auquel vous proposez une montre, par exemple, ça c'est très intéressant, mais qui tient autre chose dans sa main droite, même s'il est droitier, il peut très bien vous prendre l'objet que vous lui tendez de la main gauche. C'est pas pour ça qu'il est gaucher constitutionnel. Il est juste en train de positionner sa latéralité et que ça va prendre un certain temps en fonction de la croissance neurologique. Et donc, on a eu aussi des enfants... Ouais, merci. Ouais, d'accord. On a eu aussi des enfants qui étaient des droitiers contrariés. Donc voilà, c'est une notion très importante et c'est en particulier la même chose dans l'identification sexuée. C'est tout à fait banal que des enfants, au cours de leur croissance, se disent « j'aurais aimé être une fille », un petit garçon disent « parce que j'aurais pu faire ceci, cela », que les petites filles se disent « si j'étais un garçon, je ferais ceci, cela ». C'est pas définitif, c'est pas constitutionnel. Alors je vais vous dire quelque chose de dangereux maintenant, parce que c'est pas à appliquer comme ça, c'est pour effectivement un public informé, averti, et à ne pas répondre comme ça aux enfants qui posent cette question. On ne peut pas changer de sexe. C'est tout simple. C'est tout simple parce que le sexe, il est inscrit dans nos cellules, dans chacune des milliards de cellules qui nous composent, et dans chaque cellule, il y a notre sexe. Chromosome XY pour les garçons, XX pour les filles. J'allais dire X0, c'est une pathologie très rare, c'est le syndrome de Turner, enfin voilà. C'est les seuls qui seraient vraiment indifférenciés, on va dire. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Donc, on peut faire de la chirurgie, on peut faire des hormones, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne changera pas de sexe. Alors je vous dis, c'est pour votre information, ne le dites pas comme ça à des pauvres gamins qui sont dans le désarroi, parce que j'en ai parlé encore pas plus tard qu'il y a 2 jours avec un ami qui recevait, parce que depuis qu'il n'y a plus la nécessité d'un entretien médical, il n'en voit plus,
des enfants qui étaient en situation de vouloir changer. Alors il dit oui, ça les soulage. C'est effectivement la plupart des enfants qui ont subi un changement de genre, on va dire, alors que c'est de la chirurgie plastique, anatomique, je veux dire, ça ne remet pas en place... ni un utérus, ni même la sensibilité. Je veux dire, pour vous donner un ordre d'idée, on fait un vagin avec le pénis, la peau du pénis qu'on retourne. C'est juste un exemple, hein, voilà. Mais c'est pas la même sensibilité, c'est pas la même chose, quoi. Je veux dire, voilà. Et tout est du même acabit. Donc, ils n'auront pas du tout la même vie sensorielle et la même vie affective. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça aussi simplement. Donc, l'enfant qui a subi des transformations, il n'y a pas de possibilité de changement de sexe, hein, pour être clair. Alors, c'est pas à lui dire comme ça. Je crois que... Alors, il faut quand même savoir aussi que deux organismes qui étaient à la pointe de ces changements de sexe, l'un anglais, la Tavistock Clinic à Londres, et l'autre en Suède, Karolinska Institute à Stockholm, sont en train de faire machine arrière en ce qui concerne les mineurs. Hein, ils sont à plein pot en machine arrière parce qu'ils commencent à voir les conséquences à long terme. Il y a des gens qui... je pense que Virginie va peut-être nous éclairer là-dessus. Il y a des adultes maintenant qui disent « mais on n'a pas tenu compte du fait que j'étais un enfant ». Voilà. Hein. Vous savez, les enfants, des fois, ça arrive, on leur dit, on le fait des fois un petit peu exprès pour les taquiner, etc. Et puis les enfants, on leur demande quelque chose qui n'est pas de leur âge, et puis ils vous regardent et ils disent « mais je suis pas un enfant, je suis un enfant. Hein, ça veut dire je suis pas un adulte. Qu'est-ce que tu me demandes là, hein? Donc oui, je vous l'ai dit, il est clair quand même que c'est un soulagement à court terme. Hein, donc je veux dire, c'est compliqué ces histoires d'enfants. Alors, la sensorialité n'est pas la sexualité. Attendez, hop, il faut que je suive... Ben non. Ouais, trop tard, trop vite. Faut le temps qu'ils réagissent, hein. Voilà. Non. C'est dans l'autre sens. C'est raté. Voilà. Alors... il y a des zones qui sont particulièrement sensibles et centres d'intérêt préférentiel chez l'enfant au cours du développement. La bouche, et je vais mettre la bouche et les fesses et l'anus, en fait, le fait pipi. Les enfants, quand ils sont jeunes, ils parlent de fait pipi. Ce qui les intéresse, c'est ça, c'est pipi-caca. Hein, pour être clair, il suffit d'en avoir. Caca-boudin, ça reste quelque chose de... et ça, on retrouve les stades de Freud. Alors, je suis ni freudien ni psychanalyste, j'ai quelques connaissances dans le domaine quand même, mais je pense très sincèrement que Freud pensait en termes développementaux quand il a dit ça. Hein, il n'a pas dit jamais, comme vous l'a dit Ariane, qu'il fallait faire une éducation à la sexualité des enfants. Et sa fille, Anna Freud, que je connais un tout petit peu plus parce que je dirais que ça m'intéressait comme plus directement, qui a beaucoup travaillé sur les rapports entre l'éducation et la sexualité, elle n'a jamais dit qu'il fallait faire une éducation sexuelle des jeunes enfants. Si on leur avait posé la question, je pense que ça les aurait abasourdis, et que ce qu'ils appelaient la scène primitive, hein, c'est-à-dire la représentation d'un coït, était pour Freud et sa fille un traumatisme violent auprès d'un enfant quand même. Hein, voilà. Si jamais je me trompe, Ariane va corriger le tir, mais je ne pense pas elle pourra
illustrer tout ça, elle l'a déjà fait un peu. Alors, je vous ai mis la peau et le toucher parce que Freud n'en parle pas, mais il y a quelqu'un qui en a beaucoup parlé, un autre psychanalyste qui s'appelle Didier Anzieux, qui a parlé du moi-peau. Hein, il a fait un livre qui s'appelle Le moi-peau et qui est très intéressant sur la conception de l'enveloppe corporelle et comment on développe parce que la notion d'enveloppe corporelle, elle n'est pas présente chez le nouveau-né. Hein, c'est quelque chose qui se développe petit à petit. Alors, je vous ai marqué la découverte de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Allez voir les textes, elle a été prude, si je peux dire, Ariane. C'est marqué, il y a dans les 0-4 ans, la découverte de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Alors là, en fait, on voit que on utilise déjà des termes de la sexualité adulte, puisque en fait, qu'est-ce que se fait un bébé plus tard? C'est du trupotage, hein, pas forcément facile d'ailleurs avec la couche, qu'il y a aussi des facteurs d'ailleurs de prurite quand on a une couche, voire quand on a des oxyures, et que il y a plein de facteurs physiologiques ou un peu moins physiologiques, mais tout à fait médicaux, qui fait qu'un bébé peut se frotter à l'endroit des organes génitaux, mais jamais, au grand jamais, il ne va aboutir tout seul à une sexualité du mode enfant, c'est-à-dire une masturbation qui aboutirait à une éjaculation ou à ce qu'on vous dit d'orgasme. J'ai été confronté, je ne suis pas le seul d'ailleurs, j'ai fait il y a l'année dernière un topo pour des éducateurs de protection de l'enfance, à leur demande, hein, de la Paris-Est, qui avaient été confrontés à la même chose que moi, des fellations entre petits garçons dans les toilettes d'une moyenne section d'école maternelle. Mais c'est évident que c'était de la sexualité d'adulte qui était venu, parce qu'on va vous dire, quand on vous dit il faudrait des critères scientifiques, on va dire, si on vous dit ah bah si, ils ont une sexualité, ils se font des fellations dans les toilettes, la réponse est quand même comment ont-ils, est-ce que c'est venu d'eux-mêmes? Non. Il y a un enfant qui est devenu un leader, du coup, qui avait été témoin, d'une manière ou d'une autre, et de cette possibilité. Hein. Alors, il y a d'ailleurs d'autres sens que là dont je n'ai pas parlé, mais parce qu'il peut y avoir des confusions aussi du même ordre, mais ils sont moins utilisés dans les confusions, je dirais. C'est en particulier l'audition et l'olfaction. Hein. C'est aussi des sens qui sont en jeu pendant les toutes premières semaines et premiers mois d'un bébé, mais c'est fait là aussi pour exprimer la tendresse, pas pour exprimer la sexualité de la mère ou du bébé. Voilà. Un petit rappel quand même à propos de l'anatomie et la physiologie. Hop là, oui, voilà. Les hormones sexuelles, c'est quand même un des déterminants de la croissance et du développement de l'enfant. Il y a des hormones sexuelles juste après la naissance parce qu'elles viennent en particulier de la mère, hein, je parle de testostérone ou estrogène, et en fait c'est très très bas jusque la pré-puberté. Hein, avant, on a des moyens maintenant pour la tester. Avant, on pensait même que c'était intestable, hein, immesurable, tellement c'était faible. Et puis tout d'un coup, ça remonte. Et ça remonte au moment des débuts de la puberté, sous l'influence du cerveau. C'est toujours là. C'est la base de notre cerveau qui détermine tout ça dans ce qu'on appelle la chronobiologie. Chronobiologie, c'est très important. On n'en parle pas souvent. Jamais, c'est le fait que certaines choses sont liées au temps. Les enfants, ils ne dorment pas une nuit comme ça. Ils ont des cycles de sommeil, vous aussi d'ailleurs. Mais ils ont des cycles d'environ 3/4 d'heure. La chronobiologie, c'est le fait que la lumière n'est pas la même à certaines périodes de l'année qu'à d'autres. Je vous signale d'ailleurs que vous vivez en ce moment sur l'heure solaire de Berlin. Depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on avance éventuellement d'1 heure comme les Allemands, mais en fait, même en hiver, vous êtes à l'heure de Berlin. Alors que j'ai eu pendant un moment une fille qui travaillait en Angleterre, moi j'étais en Bretagne,
Et donc, en fait, on aurait dû être exactement sur le même fuseau horaire. Elle était dans la banlieue de Londres. Et ben non, il fallait changer d'heure pour... Alors, il faut savoir aussi que les organes génitaux de l'enfant, ce n'est pas les mêmes que les organes génitaux de l'adulte. Chez le garçon, c'est évident parce qu'ils sont extériorisés, la verge grossit, les testicules grossissent. Je parle des organes, des caractères sexuels primaires. Après, il va y avoir le secondaire, la barbe, etc. Mais même chez la petite fille, il y a une orientation. Bien sûr que la vulve change de configuration. Il y a la poussée de ce qu'on appelle les petites lèvres. Il y a une petite poussée du clitoris. Les grandes lèvres aussi prennent un peu plus de... Et tout s'oriente vers l'avant. Alors ça, c'est pas décelable comme ça. Enfin, je veux dire, c'est à la vue, on ne fait pas attention. Quand on est parent d'un enfant, on ne fait pas attention à ça. La vulve s'oriente vers l'avant et la position du vagin. Puis après, il y a effectivement l'utérus, les ovaires, etc. qui commencent. Les ovaires, chez les testicules et les ovaires ne commencent à produire des gamètes qu'à partir de la puberté, pas avant. Hein. Alors, on parle de reproduction, mais quand même. Et puis, donc, le reste du corps, je vous ai parlé des caractères sexuels. Voilà. Alors, je n'espère pas trop en retard pour laisser de la parole à... Voilà. Alors, en fait, là, qu'est-ce qui est les prérequis? Qu'est-ce que sont... Alors, j'ai marqué leur rôle de prérequis, puis en fait, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux les appeler leur rôle futur dans le développement de la sexualité. Hein, en fait, leur rôle futur dans le développement de sexualité. Et c'est là qu'on peut tout à fait travailler, en fait, et aider les enfants. Alors, il y en a 4, là. La curiosité, l'imitation, la suggestibilité et le jeu, je vous les ai mis en... Je ne vais pas vous les décrire, hein, vous imaginez ce que c'est. Les enfants, c'est le jeu. Ce sont les moyens qu'utilisent, entre autres, les pédophiles. C'est les caractéristiques de pensée des enfants qui les rendent les plus fragiles. C'est-à-dire que les pédophiles, ils utilisent soit un moyen... Ils ne s'avancent jamais avec une séduction sexuelle hein, sur les plus petits. Hein. Pas du tout. C'est des petits cadeaux, de quelque nature qu'ils soient, des jeux, des avantages dans un groupe social. Quand je dis des jeux, ça peut être la récompense au cours d'un jeu de Monopoly, ça peut être des trucs informatiques, là, comment ça s'appelait, les PlayStation, j'ai tout vu, les petites plaquettes, là, des petits adhésifs de joueurs de football, les câlins d'un membre plus ou moins de la famille, enfin plus ou moins éloigné, excusez-moi, de la famille, des fois très proche. Ça peut être... alors, c'est pas que dans la famille. Hein, là, en ce moment, on est centré sur la famille, mais à l'école, oui, aussi. Dans les clubs sportifs, avec souvent des enfants plus grands quand même. Hein, voilà, mais parmi les jeunes... voilà, c'est surtout... donc la suggestibilité, les enfants sont extrêmement suggestibles et ils imitent très volontiers. Donc c'est sur le coup a attiré l'attention à Ariane, c'est-à-dire qu'ils sont des cibles extrêmement faciles. Moi je les compare, alors je ne suis pas le seul à le comparer avec des éponges, j'ai vu qu'il y avait d'autres gens, ce sont des éponges et moi je rajoute avec 2 grandes antennes pour trouver où ça se passe de curieux et d'intéressant. Et puis, je vous ai donné d'autres éléments de l'enfant, hein, des modes de pensée de l'enfant, l'imagination et la créativité, et c'est ça qu'il ne faut surtout pas annihiler chez les petits. Le langage, là aussi, le langage, c'est très important que le langage se développe, mais on ne leur parle pas tout de suite de sexualité, on leur parle de s'exprimer par le langage. Combien il y a de difficultés de couple, alors je vais étonner personne, c'est une banalité, qui sont liées à une difficulté de langage et de communication, mais déjà parce qu'on ne sait pas s'exprimer, parce qu'on s'exprime avec des mots qui ont un sens tellement vague, c'est cool. Ah ben c'est cool, ça coule le langage quand même. Alors, l'écoulement, un autre élément sur lequel je voudrais insister, je vous parlais de chronobiologie, c'est la notion d'écoulement du temps, des rythmes et du tempo chez les petits. On croit qu'ils sont rapides parce qu'ils bougent sans arrêt, c'est pas vrai, ça prend du temps.
Et si on les presse, si on les bouscule, on introduit... Alors, je ne dis pas qu'il faut les laisser faire, il faut les guider, il faut les aider à apprendre ça. Mais si on pense qu'ils vont aller à toute vitesse parce qu'ils bougent sans arrêt, vous savez, les enfants, ça ne marche pas, ça court, les petits, eh bien, on se trompe totalement. Ça prend du temps, par exemple, pour les habiller. Ça prend du temps pour les faire manger. Alors, bien sûr, je vous dis, on ne fait pas n'importe quoi, mais il faut avoir conscience que leur tempo n'est pas le nôtre et qu'il y a des rythmes dans la journée auxquels ils sont plus sensibles que nous, souvent. Et alors, j'ai souligné aussi, parce que ça, on le connaît moins bien, c'est le besoin très précoce de donner du sens à ce qu'ils voient et de trouver des interprétations, y compris par la pensée magique. Une petite fille explique à un petit garçon en maternelle, de l'âge de la maternelle, que les bébés... la petite fille, explique au petit garçon que les bébés sortent par le nombril de la maman et elle a ses arguments. Elle a vu une dame à la plage qui avait une cicatrice autour du nombril. Et le petit garçon en conclut, donc vous voyez, tout ça est parfaitement logique et observation, et le petit garçon en conclut que le papa, il met la petite graine par le nombril de la maman, vous voyez. Mais tout ça, c'est l'enfance. Voilà, laissez-les rêver un petit peu en fonction de ce qui se passe et découvrir ce qu'il en est. Alors, c'est la même chose au niveau de la vie affective et des émotions. Est-ce que j'y suis? Oui. Je souligne l'état d'esprit de l'enfant de base, c'est la gaieté et l'insouciance. Alors ça, on l'oublie complètement. C'est ça. C'est comme ça qu'ils sont. Laissez-les vivre leur gaieté et leur insouciance. Peut-être que ma collègue Nicole Delépine reprendra le terme cet après-midi. Les seules études scientifiques, au sens réel du terme, il y a vraiment des études qui aient été publiées, à ma connaissance, je ne connais pas tout, sur la sexualité et son futur, je veux dire, les conditions pendant la petite enfance et la sexualité, c'est l'attachement. L'attachement, c'est le fait que, c'est assez merveilleux, chez les dames, quand elles mettent au monde un bébé, il y a une hormone qui part de là-haut, qui s'appelle l'ocytocine, qu'on peut d'ailleurs utiliser quand il y a des difficultés, qui sert à contracter l'utérus et faire sortir le bébé. Eh bien, dès qu'il est sorti, il y a la même production d'ocytocine, non seulement chez la maman, qui se renforce même, mais il y a la production d'ocytocine chez le bébé. Ça veut dire que la nature, entre guillemets, a prévu que dès qu'un bébé est sorti du ventre de sa mère, il est dans une fragilité extrême s'il n'est pas à côté de sa mère. Voilà. Et plus tard, ça évolue. Je ne vais pas vous faire toute la clinique et la théorie de l'attachement. Ce n'est pas une simple théorie, c'est une clinique. C'est un des seuls éléments pour lequel il y ait effectivement des études scientifiques qui ont été faites par des Français et par des Québécois et qui montrent que la qualité des relations affectives dans un couple à l'âge adulte est fonction de la qualité. Parce qu'il y a des études de qualité de l'attachement chez les nouveau-nés. On a des choses. Alors c'est pas de la quantification au milligramme près. C'est pas ça. On dose pas l'ocytocine. D'ailleurs, on le fait pour des études de recherche. Mais c'est le type d'études qui montre réellement scientifiquement quelque chose. Ça n'a rien à voir avec l'éducation de la sexualité. C'est au niveau de la tendresse et de l'attachement, au sens propre du terme. Et après, avec la prise d'autonomie de l'enfant. Régis, il te reste 10 minutes. Eh bien, très bien. Alors, le reste, c'est tous des éléments sur lesquels on peut travailler avec les enfants pour les aider au développement. C'est pareil, là, prérequis, c'est peut-être un mot un peu trop technique. C'est leur rôle futur. Je préférerais dire ça, voilà, leur rôle futur dans la sexualité. Donc, en particulier, la timidité et la pudeur. Bien sûr qu'on peut travailler, mais les enfants à 2-3 ans, ils n'ont pas de pudeur du tout. Et ils ne peuvent pas avoir de pudeur parce qu'ils ne se représentent pas du tout ce qu'est la sexualité. Ils sont contents de leur corps, etc. L'empathie et le respect d'autrui, c'est ça qu'on peut travailler.
en particulier chez les petits et chez les enfants du primaire. Et je ne fais qu'appuyer ce qu'a dit Ariane. J'ai eu, moi, dans mon travail, à faire des groupes d'éducation, alors on va dire, on les appelait les groupes des Don Juan. C'était dans un CESAD, un service d'éducation et soins à domicile, des enfants qui avaient des troubles neurodéveloppementaux, chez des précollégiens, enfin chez les collégiens, prépuberté, et chez des lycéens, puberté. Eh bien, c'était des groupes de 5 à 6 de garçons qui étaient volontaires, puisque la question qui se posait, c'est qu'ils étaient entourés par des femmes, des jeunes femmes, etc. On leur faisait des groupes d'aide à la socialisation, et que eux, ce qui les intéressait, c'était de savoir comment on allait pouvoir séduire une fille. Eh bien, ils étaient volontaires, et en plus, on l'a fait en collaboration avec leurs parents. C'est-à-dire que c'était un nombre de séances déterminé, 6-8, et que la dernière, bien sûr je n'ai pas dévoilé l'intimité de ces jeunes garçons, mais les parents parce que c'est vrai que les parents ont envie de déléguer ça. C'est pas facile pour des parents, puis ça peut leur paraître un peu incestueux, aux garçons aussi d'ailleurs. Hein. Je parle pas des filles parce que c'est pas à moi qu'on avait demandé pour les filles, puisqu'il y avait plein de femmes qui ont pu faire. Il y a beaucoup moins de filles d'ailleurs qui ont des troubles neurodéveloppementaux que des garçons. Et donc la dernière séance était faite avec les parents. Donc les parents ont été rassurés. On leur cachait pas des trucs et ils savaient un petit peu quels sont les sujets qu'on avait abordés sans qu'ils aient, finalement, ça diminue considérablement l'anxiété, la crainte des parents et ce qu'ils peuvent faire en croyant bien faire et qui n'est pas forcément adéquat. Voilà, conclusion. Eh ben, les enfants... Alors, attendez, il faut que... Ah. Tu me donnes 30 secondes de plus pour faire passer les tabous. Les enfants n'ont pas de sexualité. Et ça, c'est la base. C'est la base. On peut les aider au développement, dans leur développement, dans tout ce qu'on vient de voir. Et c'est des aides au développement. Ce n'est pas forcément des apprentissages. Le terme est différent. On peut apprendre à faire du vélo, on ne peut pas apprendre à marcher. Hein. On peut apprendre à lire, mais on n'a pas besoin d'apprendre à parler, sauf si les parents sont sourds et muets. Et donc, ça ne peut commencer réellement, la sexualité, qu'à partir de la puberté. Avant, on peut faire des aides au développement. Et puis, là, c'est la base claire d'une interprétation pédophile de la pédocriminalité. Parce que s'il n'y a pas de sexualité, les enfants, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi est-ce que très souvent, on voit les gamins... alors, bien sûr, moi, j'ai eu affaire beaucoup, parce que j'en avais aussi des fois des histoires comme ça dans mes consultations ou dans mon service... dans les affaires pénales. Donc, c'est les cas ceux qui remontent à la surface. Hein. C'est loin d'être tous. Et bien, il y a un interdit clair en disant vous ne pouvez pas arguer de la sexualité des enfants, puisqu'en fait, il n'y en a pas. Et que si ça dure aussi longtemps et que les enfants... les affaires ne viennent à la surface, c'est souvent parce qu'au bout d'un certain temps, les enfants commencent à être à la fin de l'âge de la phase de latence dont vous a parlé Ariane, et qui commencent à se rendre compte que le jeu avec lequel on jouait avec eux, un adulte jouait avec eux, ou un plus grand, n'était pas seulement un jeu interdit, ils savent bien que c'est un jeu interdit, hein, puis après ils se font prendre d'ailleurs là-dedans, mais que c'était un jeu interdit, ils comprennent beaucoup mieux l'interdit. Ils comprennent que c'est parce qu'en fait on a abusé d'eux, ils comprennent beaucoup mieux le langage pervers de l'adulte, si je peux dire ça comme ça. Ils comprennent, voilà. Et voilà, et un modèle, une éducation sexuelle qui ne tient pas compte de ce modèle développemental, c'est une éducation qui est complètement à côté, qui ne va pas aider l'enfant et qui peut même être traumatique. Et quand vous avez peut-être entendu parler de cet exemple d'un enfant dans une classe de CM1 ou CM2, je ne sais plus, à Saint-Étienne, où il y avait il y avait une cour d'éducation sexuelle, des enfants de 10 ans, 9-10 ans, auxquels on leur avait fait mettre des fiches, des petits bulletins dans une urne où ils posaient des questions. Et un gamin avait mis une fiche, on peut faire je fais vite, hein, on peut faire le zizi dans les fesses. Eh bien, l'infirmière chargée de ça a dit oui, on peut faire le zizi dans les fesses et d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec la sexualité de l'enfant.
Mais en fait, elle n'a pas du tout compris. Et elle n'a pas du tout été un professionnel de santé. La question à se poser à ce moment-là, c'est où a-t-il appris ça? Comment sait-il que c'est un enfant en danger? C'est un enfant fragile. Non, on lui a dit, ouais, c'est vrai. Voilà, donc pour reprendre l'an dernier les critères scientifiques, oui, presque. Voilà, il n'y a pas du tout d'évaluation scientifique, mais alors ça, l'éducation nationale a l'habitude. Hein. Ils ont une idée géniale, ils l'appliquent partout. Bon, il n'y a pas eu d'évaluation. Les adultes, on en a déjà parlé, ne peuvent pas se décharger sur l'enfant de ses propres protections. Et il y a des questions donc, que les professionnels ont à se poser. Voilà. Merci de votre attention. Si j'arrive. Il faut aimer. Ah, je suis allé un peu vite. Avant d'aimer, il faut apprendre à marcher sur la neige, sans laisser de traces. Donc c'est ça, en fait, qui devrait nous guider pour l'éducation de nos enfants. Et donc, ce n'est pas directement au niveau de la sexualité. Voilà, je vous ai fait un petit peu d'adultomorphisme, comme on le faisait avant. Alors ça, c'est le jeu du docteur, ce n'est pas de l'adultomorphisme, ça, c'est effectivement la curiosité des enfants, en utilisant, si on peut aller un peu plus loin, mais voilà. Vous voyez, avant, on pouvait représenter les enfants avec une tête d'adulte. Ben là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Si je vous passe un petit peu la suite, voilà. Hein? Et voilà aussi l'intelligence des bébés. Mais ils ont des compétences dans des conditions très particulières, etc. Et tout. Mais ils n'ont pas besoin de cette hyper-pression de développement cognitif qu'on leur impose et qu'on impose aux parents. Je ne mets pas les parents en cause parce qu'ils subissent une pression terrible. Et ça, voilà, un petit peu plus loin. Nati per leggere, ça veut dire ils sont nés pour lire. Maintenant, ils sont nés pour développer leur langage dans une communication. Et une fois qu'ils auront du langage oral et tout ça dans un climat affectif, etc., ils vont se mettre à lire. Vous allez pouvoir leur apprendre à lire, mais pas avant. Voilà. Je signale un autre livre qui est très intéressant, qui est très ancien déjà, mais je veux dire, c'est pas nouveau. Hein. Merci Ariane de nous avoir fait l'historique et merci Virginie de nous avoir rappelé ça aussi. C'est pas nouveau et je n'ai pas là la couverture d'un livre de quelqu'un qui s'appelle François Taillandier et qui s'appelle Les parents lâcheurs. Alors, il ne faut pas comprendre les parents lâcheurs, il faut comprendre les adultes lâcheurs. Et ça aussi, il témoignait, mais alors c'est un bouquin qui a au moins 15 ou 20 ans, et qui témoigne du fait que on est plutôt abandonnique par rapport à nos enfants. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Alors un très très grand merci Régis pour toute cette clarification des concepts dont nous avons impérativement besoin. Je voudrais insister sur le fait que si un enfant paraît sexualisé, c'est qu'il a subi des choses. Et c'est un des critères que nous avons en expertise judiciaire précisément. Je vais laisser un tout petit peu la parole à Virginie qui avait un commentaire. Régis, reste parce qu'on a une petite question. Après, on passera à l'intervention d'Amandine Lafargue et après, on ouvrira aux questions. Oui, merci beaucoup. Là, tout est clair sur les phases de développement et les liens avec la maman. Et ce qui m'interroge, c'est une petite aparté sur les utérus artificiels. Quand on voit le développement de l'enfant et son rapport, voilà, ça serait compliqué. Vous parliez tout à l'heure des mutilations avec le changement de genre et vous vous posiez la question concernant le droit applicable, notamment pour les enfants qui deviennent adultes et qui se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu. Donc il y a bien une démonstration de l'absence de maturation. Ils n'ont pas pu donner donc leur consentement. On se retrouve toujours avec cette question de consentement. Je voulais dire qu'on avait une flopée de textes en fait sur le respect de l'intégrité physique et psychique. Et les plus élevés dans la pyramide des normes
juridiques sont le bloc constitutionnel. On a tout de même le Conseil constitutionnel qui a fondé la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation sur le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Vous avez également la Convention relative aux droits de l'enfant qui vous dit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient les faits des institutions publiques ou privées de protection sociale, tribunaux, autorités administratives, organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Vous avez l'article 37 qui vous dit « Les États partis veillent à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Vous avez la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1er, dignité humaine. La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée, protégée. Article 3. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. L'exigence du respect de l'intégrité physique, de l'autonomie de la personne et de son droit à la santé. Articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et vous avez également notre Code civil et le Code pénal, bien sûr, puisqu'il faudra s'interroger sur le caractère criminel de ce type d'acte. Et vous avez l'article 16 du Code civil. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Alors, moi, je m'interroge toujours quand je vois ce type de décisions qui sont prises par les autorités et par les organisations internationales, parce que nous avons une flopée de textes qui sont censés nous protéger. Et j'avais enfin, pour terminer, une petite question sur cette question du changement de genre. Est-ce que l'être humain a toujours droit au plaisir? Est-ce qu'une fois qu'il y a eu mutilation, il peut avoir ce droit au plaisir, puisque ça renverserait les arguments de l'OMS? Merci. Alors, on vous dit que oui, mais là, on touche à la nature et l'intensité, et alors la quantité de plaisir. Il faut savoir aussi, en ce moment, ce qui fait fureur aux États-Unis, c'est une notion de quantité. Le plaisir est lié à la quantité de relations sexuelles qu'on peut avoir, et pour augmenter sa quantité, c'est comme pour le cyclisme ou d'autres sports, on peut se doper. Et ça s'appelle du chemsex, chemistry sexual. Voilà, donc c'est quand même assez aberrant. Donc, ce qu'on peut dire simplement du point de vue anatomo-physiologique, c'est que il est difficile de penser que une partie du corps qui a une certaine fonction peut remplacer sans aucun problème une autre partie du corps. Alors en plus, c'est pas tout à fait dans la même finalité, qui a une fonction différente. Je dirais, je vous ai donné l'exemple. Il y a par exemple diverses façons de créer, on va dire comme ça, entre guillemets, le terme créer est un peu un sexe d'homme chez une fille qui voudrait devenir un homme. Alors il y a où on met des prothèses, plus ou moins sophistiquées, où on fait ce qu'on appelle une plastie du clitoris, on le dégage un peu de sa gaine et on obtient une verge qui peut être en érection, on va dire, mais de 5-6 cm, quoi. Alors, est-ce que le plaisir d'un clitoris qu'on a mis comme ça est le même que celui de la verge d'un homme? Je sais pas, je peux pas vous répondre, mais on peut en douter quand même. Voilà, comme la sensation vaginale de la peau d'un pénis qu'on a retourné et qu'on a mis en cavité, tout ça, je crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait des études scientifiques là-dessus. Moi, j'en connais pas. Alors, je vais vous dire aussi quelque chose. On est à peu près pareil avec toutes mes collaboratrices là, mes collègues. On fait ça à notre corps dépendant
pour les enfants de s'intéresser à ça. Parce qu'en fait, c'est des histoires assez sordides. Je peux vous dire que quand vous êtes expert auprès d'une cour d'appel ou pour parler des libérations prématurées d'enfants, de personnes ayant fait des atteintes, des agressions sexuelles, on n'est pas très attiré par ça. On trouve ça assez sordide et au bout d'un moment, on en a la nausée, mais au sens propre du terme, si besoin. Donc voilà pourquoi aussi, je ne réponds pas à tout, puis j'ai d'autres intérêts dans la vie, heureusement. Voilà. Alors, en fait, là aussi, il faut être clair. Les enfants, auparavant, tu vas peut-être me répondre, Virginie, avant, ce qui se fait en ce moment, ça aurait été... je dis, c'est pas pour retourner en arrière, c'est pas ça, mais pour vraiment comprendre ce qui se passe. Ça aurait été la chirurgie chez les enfants, ça aurait été coups et blessures volontaires sur mineurs par personne ayant autorité. Je me trompe pas, hein? Merci. Merci, Régis. Donc les enfants ne peuvent pas donner... Les enfants n'ont pas de sexualité parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une sexualité. Et ils ne peuvent pas donner leur consentement parce qu'ils n'ont pas les moyens de consentir. Voilà, merci, merci. Je passe directement la parole, et, parce qu'on est très en retard, à Amandine Lafargue, psychologue clinicienne, psychologue sociale et des organisations du travail, psychothérapeute et psychanalyste, et également régulièrement expert auprès du tribunal, et avec laquelle j'ai écrit plusieurs livres, dont Psychopathologie de la pédophilie en 2013, qui a été réédité chez Duno. Amandine va nous parler du sujet suivant: faire preuve d'inventivité clinique face au caractère inédit des troubles psychiques infantiles. Alors bonjour à tous, et je crois qu'on est en train de chercher mon PowerPoint. Je vous ai fait des petites surprises un peu rigolotes. Alors je vais vous dire bonjour à tous. Je vais peut-être mettre des lunettes, parce qu'on vieillit. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Je vous remercie d'être venus, parce qu'on n'imagine pas quand on voit une salle comme ça que vous êtes tous venus un par un. C'est incroyable. Et voilà, tous pour venir nous écouter et à tisser ce maillage de sens. Donc merci à Ariane pour son travail infatigable pour la protection des enfants, et à mes collègues et amis. Donc la plupart, on est amis depuis longtemps, on a travaillé sur beaucoup de choses. Voilà, merci à vous et votre capacité d'absorber tous nos contenus de ce matin, parce que quand même, nous, on se rend peut-être pas compte du fait que ça fait une vingtaine d'années qu'on digère ces choses-là, mais il en faut quand même du cran. Cette capacité aussi à consoler nos enfants intérieurs, parce que quand on lit des choses comme ça, il y a quelque chose d'assez désolant. Et donc, il faut arriver à récupérer de l'espace intérieur et se dorloter, tout en continuant à être assez violent avec nous-mêmes pour continuer à regarder ces contenus et pour tenir bon. Et à ce propos, encore cette salle, on voit beaucoup de femmes, mais j'ai quelque chose à vous annoncer, c'est que sur le terrain, les hommes commencent à venir. Alors, peut-être que ça va vous rassurer, c'est qu'effectivement, pour chaque cause des faibles, quand on va dire le niveau au-dessus, c'est-à-dire qui est moins concerné ou qui est moins abîmé, commence à s'investir, à nous protéger, c'est bien le début du changement des choses. Donc, les hommes arrivent, voilà, à nous d'étayer les arguments. Donc, si ça peut vous rassurer, voilà. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? La fabrique du soin clinique, et nous l'avons trouvé. Alors, en 3 parties. D'abord, l'impact réel des protocoles sanitaires éducatifs sur la construction psychique de nos enfants. Quelques chiffres, je vais aller assez vite, surtout qu'il y en a qui vont vous surprendre. Et le mythe de l'adaptation, l'éternelle adaptation des enfants. Nos enfants oublieront. Ensuite, protéger nos enfants par la clinique de l'amour, parce que ça fait 2 ans que les psychologues, il faut qu'on invente une clinique pour les aider à tenir bon, parce que pendant que nous, on absorbe tout ça, eux aussi, en fait. Et relancer, en dernier, la créativité des adultes quant à la fabrication de solutions de protection. Le programme devrait vous plaire. Pour ceux qui me découvrent, je suis Amandine Lafargue, psychologue, diplômée de psychologie sociale, de clinique de psychopathologie, je suis psychothérapeute, je suis psychanalyste, enfin bref. Il paraît que j'aurais un problème avec le nom du père. Je travaille depuis plus de 20 ans et je ressens en libéral dans les Bouches-du-Rhône. Et avec ma très chère collègue Ariane Biran, on travaille depuis plus de 16 ans
on a, comme elle l'a dit, coécrit des bouquins sur la psychopathologie de la pédophilie. Alors, c'est pas le pédophile ou la victime, ça, des bouquins, vous en avez déjà lu. C'est plutôt comment la société, malgré elle, est infiltrée et contaminée par les raisonnements de la psychopathologie de la pédophilie. Donc, on peut vraiment le lire parce que dedans, vous retrouvez le juge, l'assistante sociale, la gentille éducatrice, la mère de famille. Enfin, c'est vraiment, comment dire, au plus proche de notre quotidien. Et ça vous explique comment, structurellement, ça se reproduit, y compris dans les groupes. C'est systémique, voilà. Donc, en 2000, on les a réédités en 2021. En 2020, on a rédigé une tribune parue dans France Noir qui alertait sur ce qui allait arriver, parce que alors c'est pas qu'on est des prophètes, c'est que la psychopathologie c'est une science, et donc quand on voit tous les items s'alerter, on sait que ça va arriver. Y a pas de... Donc on a mis une alerte, on a été toutes deux suffisamment éclairées. Bon, on est experts aux tribunaux. Hein. Pour ma part, j'ai travaillé comme psychologue en protection de l'enfance une dizaine d'années. J'ai travaillé sur des signalements, j'ai eu des mandats d'expertise judiciaire auprès des juges d'enfants, donc on sait de quoi on parle. Ensuite, pour ce qui est de la clinique en cabinet libéral, moi je reçois beaucoup d'enfants et de familles. Je travaille en médiation ethnoclinique, donc on a des familles, des fois jusqu'à 16 personnes, puisqu'on est dans le sud. Alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais il y a des familles de Comoriens, de Gitans, alors si en plus on fait venir la belle famille, ça fait du monde. Et depuis 2 ans, on remarque que la situation des enfants se dégrade vraiment, c'est toujours de plus en plus inquiétant. Ça fait 2 ans qu'on alerte. Et les parents nous amènent donc les enfants. Au départ, c'est assez anodin la manière dont ils nous amènent. Voilà. C'est pour des crises de nerfs. Ah oui, il faudrait peut-être avancer les slides, pardon. Excusez-moi. Je vais avoir besoin de toi, Régis, de l'expérience des anciens. C'est bon, c'était juste pour te faire venir. Alors vous allez voir, c'est quand tu arrives. Alors quand vous allez voir, je vous ai mis Martine, elle est vachement sympa. Et elle est facile à détourner, comme tous les enfants. Donc voilà, Martine et l'impact, donc qui redit tout ce que je vous ai dit avant. Allez, deuxième slide. Alors... Je crachote. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Alors, globalement, voilà. Alors, les enfants, ils arrivent, ils se plaignent de rien. On me les amène parce qu'ils font des crises de nerfs incompréhensibles. Alors, ils ont mal au ventre. Ils font des choses... voilà, par exemple, ils se mordent les mains. Ils stressent ou ils mettent les ongles, des choses assez discrètes, et quand vous êtes pressé, vous n'êtes pas forcé de le remarquer. Et récemment, parce que voilà, on disait qu'il y avait des psychopathologies nouvelles qui étaient arrivées, ils passent à l'acte d'une manière qui peut passer invisible pour certains adultes qui ne connaîtraient pas les enfants, puisqu'ils passent à l'acte sans prévenir. Il n'y a pas de message sur le journal intime ou voilà. Alors, et sans raison apparente. Par exemple, on verra plus tard. Donc en séance, on découvre qu'ils ont un petit peu compris de quoi il s'agit. Ils nous parlent du virus, du stress de porter le masque, mais surtout ils nous parlent des réactions des adultes stressés et épuisés. Donc globalement, les enfants, ils ont intégré que ce qui se passe, c'est assez grave. Ils ont pris sur eux, et donc notre boulot, c'est de les aider à tenir bon. Dès septembre 2020, on a été plusieurs spécialistes à prévenir des risques psychiques que l'application de ces mesures sanitaires allait avoir sur les enfants. Ensuite, en novembre 2020, on a rédigé donc cette fameuse tribune sur l'impact sanitaire des mesures politiques. Et ensuite, les collectifs des parents, on se sont quand même fortement mobilisés en France pour relayer donc nos alertes auprès des élus. Puis, on a reçu de plus en plus d'enfants. Donc, je dirais qu'ils arrivaient quand leurs parents allaient mieux. C'est-à-dire quand ils se permettaient de craquer ou que les parents avaient enfin le temps de les voir et de les entendre. Donc jusqu'à début 2023, il a fallu donc fabriquer ce qu'on appelle du soin. Réenchanter les enfants. Donc des enfants qui n'arrivaient plus à s'apaiser ou à trouver des lieux sécures dans lesquels ils pouvaient poser leurs questions.
Voilà, loin du tumulte ou des inquiétudes plaquées des adultes. Voilà. Depuis le début de l'année 2023, j'ai également reçu des enfants en bas âge. Alors pour nous, ça c'est nouveau. C'est-à-dire les 4-6 ans qui venaient en consultation. Alors nous, on reçoit rarement avant 4 ans, parce que voilà, faut avoir quand même déjà construit un petit psychique, mais ça arrive, hein, des enfants abusés par exemple. Et ensuite, on avait les enfants en période de latence. Sauf là, les 4-6 ans arrivent et qui nous annoncent qu'ils ont... Enfin, ils nous parlent d'une drôle de manière, et là, on découvre qu'ils ont eu des cours d'éducation sexuelle qui les ont troublés. Alors eux, ils parlent d'écœurés et choqués. Il faut se rappeler qu'à 4-6 ans, les parents qui se font un bisou, déjà, c'est dégueulasse. Donc, vous imaginez. Ils rapportent qu'on leur a expliqué des positions sexuelles en classe, et dès février 2023, mes consoeurs me racontent à peu près la même chose. Donc, c'était national. J'ai alors rédigé un courrier à destination du grand public, qui d'ailleurs peut être utilisé par tous les parents d'élèves, enfin par qui veut. C'est simplement que ce courrier permet de vous recaler sur les lois, sur le contexte, et ça permet de gagner en rapidité d'arguments. Ils sont déjà, contrôlés, calibrés. Voilà. Alors, pourquoi maintenant ? On le trouve où, ce courrier ? Sur mon site, sur le site des copines, et puis sinon, vous m'envoyez un mail et je vous le renvoie. Le contexte de 2023. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le contexte de 2023 ? Puisque ces textes de loi existent, visiblement vous l'avez déjà lu, mais bon, voilà. Pourquoi ces textes de loi, ils existent depuis le 4 juillet 2021 ? Donc ça fait 22 ans. Donc ils étaient peu appliqués, mais fin 2022, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que leur application était désormais une priorité nationale. Je vais peut-être reculer. Alors, il parle même de lutte, hein. Alors en fait, il s'agit d'appliquer le grand plan de santé du 30 mars 2017 du ministère de la Santé, plan qui est sous l'idéologie OMS, comme on a vu auparavant, et qui reste dans l'éducation nationale, et qui rentre dans l'éducation nationale par le biais des ONG, des associations et des autres lobbies qui proposent activement des formations et des ateliers pour généraliser et renforcer cette fameuse éducation sexuelle auprès des enfants. Donc souvent, ce qui se passe, c'est... comme on a vu des fois les institutrices ou les psychologues ou les infirmiers qui font le cours, mais souvent comme c'est un peu stressant pour ce personnel-là de faire les cours eux-mêmes et qui voient bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce qu'on leur demande de dire, et puis pour celles qui s'y sont risquées, vous avez vu ce qu'elles s'entendent, donc ils vont faire venir une association qui, elle, prétend mieux savoir. D'ailleurs, si vous voyez les vidéos qu'on a eues d'extraits de ces cours, il y a des fois même pas la maîtresse ou les fonds de la classe, et on voit l'enfant qui cherche un petit peu sa sécurité, ou l'adulte qui était garant de sa sécurité avant, qui dit mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc nous, on dénonce ces textes depuis 2017, et donc l'impact... C'est bon. L'impact psychique réel sur la santé des enfants. Alors on reprend sur l'état des enfants. Moi, aujourd'hui, je constate des dégâts considérables sur les enfants d'école élémentaire. Donc des enfants en état de choc, qui ne comprennent pas pourquoi la maîtresse leur a parlé de ces choses. Même eux ont plus de pudeur, ils ont du mal à les... Voilà. L'enseignant, qui est figure d'autorité, d'idéal à cet âge, qui est un modèle identificatoire, structurant pour leur développement, leur a dit des choses qui sont très perturbantes pour eux. Des enseignants auraient indiqué aux enfants qu'ils pourraient se caresser telle ou telle partie du corps pour se faire plaisir sexuellement. L'enseignant conseille des lieux, parce qu'avant, nous, ce qu'on nous disait, c'est tu vas dans un endroit où il n'y a personne, et on suggérait rien. Comme ça, quand ils vont dans sa chambre, ils n'y pensent pas particulièrement, ou dans la salle de bain. Que là, on suggère des lieux, tu peux le faire là, là, là. Donc vous imaginez qu'après, on associe. Et on indique quels effets de satisfaction les enfants peuvent ou doivent attendre de ces pratiques. Donc il faut attendre qu'il y ait quelque chose qui sorte, et puis ça fait plaisir. Donc on a déjà dit qu'en plus, on est initiateur quand on dit des choses comme ça. On leur aurait parlé de mouchoirs, pourquoi faire ? De lubrifiants, et d'objets sexuels. Bon, là, certaines normes leur ont été suggérées. Par exemple, la majorité des personnes se masturbent tout au long de leur vie. Ah bon ? Et puis on parle aussi d'orifices. Il y a des gens qui se portent très bien, qui n'ont jamais expérimenté ces choses-là. Il est donc légitime de s'interroger sur le but de telles recommandations. Pour nous, professionnels du développement de l'enfant, ces recommandations induisent des normes sexuelles. On va standardiser, en fait, la sexualité.
Ces enseignements vont inciter à des comportements sexuels précoces, car ils vont engendrer des compulsions sexuelles, voire addictives. C'est-à-dire, en fait, ils vont travailler dans le système de récompense. Et cela, c'est donc pas la bonne manière pour aborder le terme des violences sexuelles, parce que je vous rappelle qu'on nous le vend pour ça à la base. Alors, lutter contre les violences faites aux faibles, que ce soit les enfants, les femmes ou les minorités, qu'elles soient culturelles, sexuelles ou autres, ça ne passe pas par une lutte de priorité nationale. Alors, ça passe par quoi? La recherche d'un équilibre dans la communauté. Donc un équilibre, pas des luttes contre les uns, pas des mises en valeur de communautarisme, encore moins des minorités communautaires, et par une éducation à la tolérance et l'ouverture à l'altérité. Donc effectivement, si on pouvait valoriser l'empathie, peut-être que Dieu fait, il n'y aurait pas besoin d'évoquer toutes les minorités. Il n'y aurait pas besoin d'expliquer la différence entre un drag queen et un trans. Il y a juste à accepter l'autre dans ce qu'il a pu bidouiller pour s'en sortir. Alors, pour paraphraser Gandhi et Lucien Bonafé, je dirais qu'on peut juger le degré d'une civilisation d'une société à la façon dont elle traite ses faibles, ses handicapés, ses pauvres. Voilà. L'avis des spécialistes et des chiffres sourcés. Alors, dites-moi. Voilà. Depuis mars 2020, les enfants ont subi un tas de contraintes sanitaires. Depuis la rentrée 2020, les professeurs de la santé et de l'enfance que nous sommes sont unanimes. Ces mesures ont été très néfastes pour le développement psycho-affectif des enfants. Nous leur avons enseigné des nouveaux gestes, dits barrières, des distances à respecter, l'interdit d'accéder aux jeux de leurs cours de récréation. Il y a des cours de récréation où il y a du rubalis pour séparer la cour de récréation ou autour du toboggan. C'est-à-dire le rubalis, c'est le truc des scènes de crime. À certains lieux, etc. Leurs habitudes ont donc été changées, parfois stoppées. Je pense par exemple à leur sport. Ils n'ont plus pu faire certaines activités sportives. Ils ont pu observer les parents, se masquer, s'isoler, ne plus s'embrasser. Et ils ont été témoins de rues vides, de parents qui travaillaient à la maison. Enfin bon, vous avez tous des exemples en tête. En tant que psychologue, je peux vous affirmer que pour des enfants, 2 ans de contraintes, c'est beaucoup. C'est par exemple pour un enfant de 6 ans, c'est 1/3 de sa vie. Même les 7-11 ans, qui sont plus calmes d'habitude du fait de la période de latence, donc c'est-à-dire une entrée dans la période où on commence à plus s'occuper de son corps, on a découvert ses oreilles, son nez et même son zizi. Même eux, ils ont été impactés. Alors normalement, c'est le moment où ils investissent les enseignements, où ils peuvent se détourner, puisqu'ils sont un peu plus construits. Les études de la Société française de pédiatrie certifient que les enfants ne sont pas outillés pour faire face aux mesures qui leur étaient imposées. En conclusion, cela signifie que cette période aura un impact néfaste important sur les futures générations d'adultes. Donc il va falloir qu'on travaille pour récupérer tout ça. Alors les symptômes. Ça va vous intéresser, mais on va aussi passer vite, sinon ça va replomber. Les enfants que je reçois aujourd'hui, donc en cabinet libéral, ils présentent des troubles du sommeil, des maux de ventre, donc ça veut dire qu'ils somatisent, on en reparlera. Ils ont parfois repris leur doudou et se sont remis à jouer à des jeux enfantins. Alors en fait, ça c'est tout naturel, c'est pour se rassurer, ils reviennent à un retour antérieur vécu comme sécurisant, à un stade inférieur de leur développement. Comme nous, quand on est stressé, par exemple, je ne sais pas, face à nos impôts, et on va commencer à se mettre à faire le ménage, etc., à faire quelque chose qui est un peu plus facile, même si on sait très bien où sont les papiers, mais comme ça va nous demander à se préparer, on va se mettre à régresser. Donc vous imaginez qu'eux, avec tout ce qu'on leur demande, ils sont mis à régresser un petit peu. Donc peut-être des fois de retour à la couche, voilà. Ils présentent de nettes régressions dans l'apprentissage scolaire, des déconnexions. Alors ça, vous allez en voir même chez les adultes. Vous voyez des regards parallèles, vous voyez qu'ils se mettent dans leur bulle, on va dire. Des fuites de la réalité avec refuge dans l'imaginaire et des replis sur eux. Les adolescents, c'est une autre clinique, mais ça va vous intéresser pour vous dire, voilà, si on continue, c'est de toute façon ce que vont présenter les enfants. Les adolescents présentent des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des perturbations de l'appétit, des compulsions, des addictions, puisqu'on revient à un stade antérieur qui est rassurant. Le plus souvent, ils sont apathiques, c'est pas nouveau pour des adolescents, mais là c'est un peu différent. Ils sont tristes et ils ont des crises de pleurs plutôt brutales, plutôt d'un coup ils s'effondrent en pleurant. Donc on voit bien qu'ils stockent suffisamment de stress pour d'un coup avoir un petit effondrement.
Ils évoquent leur envie de mourir, leur impuissance, même à se projeter dans la vie, bon, ça on comprend, et certains n'ont d'ailleurs même plus envie d'en parler, de se projeter dans la vie, avant de dire alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Voilà. Le 10 février 2021, un communiqué du Collège de pédopsychiatrie confirme nos observations. Donc ils notent des troubles du sommeil, du comportement, des pleurs. Alors eux, ils développent un peu sur les scarifications et des replis sur soi avec des recours aux addictions. Ils parlent de symptômes dépressifs. Et alors un truc intéressant, c'est l'augmentation des violences intrafamiliales, puisqu'on est tous à bout de nerfs, tous dans des fonctions régressées. En plus, un peu plus isolés, cloisonnés, comme des poules trop serrées dans un poulailler, on commence à être agressif. Et des pensées suicidaires. Alors, ce qui est très étonnant pour nous, c'est qu'il n'y a pas des longs romans dans le journal intime comme quoi ils vont se suicider, c'est trop dur de vivre. Ils passent à l'acte, en fait. Ils prennent plus le temps de nous expliquer. Et c'est bien là le plus embêtant. Courant 2021, nous avons observé chez nos patients des retours de trauma. Ça, c'est intéressant pour les spécialistes du trauma que nous sommes. Et des remontées des ressentis d'humiliation. Ça veut dire qu'on a eu affaire à des enfants qui avaient déjà rencontré des situations, donc des retours des vécus traumatiques antérieurs qui revenaient. Donc chez les adolescents qui avaient déjà connu ce type de situation. C'est-à-dire le retournement des valeurs, ce truc-là, là, où on vous dit mais ça, le bleu n'est plus rouge. Même eux, ils ont besoin de bordage, ils ont besoin d'un cadre classique. Et là, d'un coup, à l'école, on le retourne, mais à la maison, ça ne s'est pas retourné. Donc, c'est va-et-vient. Et l'accumulation des injonctions paradoxales. Et ça a complètement troublé le bon sens qui va déjà un peu mis en place. Ensuite, on a distingué une vague de syndrome dépressif. Vous voyez, des épisodes, des périodes qui nous sont arrivées où d'un coup, ils présentaient tous la même chose, à peu près dans les mêmes dates. Et des glissements psychiques. Un glissement psychique, dans notre jargon, ça veut dire qu'ils peuvent basculer dans de la psychose, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mettre à délirer pour maintenir une espèce d'illusion pour pas sombrer. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire un petit épisode en psychiatrie. Alors faire un épisode en psychiatrie, c'est pas grave. On a tous droit à 24 heures, 72 heures de bon gros délire, c'est permis. Mais là, le problème, c'est qu'à leur âge, ça peut être plus grave et ça peut être faire un antécédent qui plus tard pourra revenir. Alors, les enfants et les adultes en situation de surcharge psychique, ça je crois qu'on l'a tous expérimenté au moins en 2 ans. On a même touché un seuil au-delà duquel on s'est dit « Mon Dieu, mais je ne vais pas tenir ». C'est ce qu'on appelle un seuil d'incompression où il a fallu retrouver comme une hygiène personnelle pour tenir bon. On s'est remis, alors il y en a qui ont coupé les sources d'informations parce qu'on n'arrivait plus à digérer, et puis ensuite trouver son hygiène personnelle. De méditation, de pensée positive. Enfin, vous avez tous trouvé vos bricolages pour tenir bon, pour reprendre soin de votre enfant intérieur. Et ensuite, donc, tous, enfants, ados, adultes, étaient culpabilisés de ne pas pouvoir tout assumer, ou de ne pas pouvoir toujours parler avec bienveillance et ne pas s'exprimer dans la violence. Vous savez qu'on a maintenant cette injonction de la société. Tous présentaient donc une baisse d'estime de soi. Alors, nous, on fait la différence entre la confiance en soi, je me sens capable d'aller à l'école, etc., et l'estime de soi. Mais franchement, j'arrive pas à remonter, qu'est-ce qui me prend ? Vous voyez, une espèce d'épuisement psychique qui serait lié à notre valeur. La confiance en soi, c'est plutôt mes compétences, on va dire. D'accord ? Et donc, cette estime de soi qui nous regarderait pour regarder si on est une bonne personne. Donc ça a été très violent pour nous. Allez, je vous fais le topo sur les chiffres. Suspense. Allez, en résumé. Alors que les cas de pédiatrie de 0-14 ans ont représenté 1 pour 1000 de l'ensemble des cas d'hospitalisation, c'est les chiffres de Santé publique France, depuis le printemps 2020, nous, on a noté une nette augmentation d'enfants hospitalisés pour troubles psychiques anxieux et pour troubles psychiatriques. Les enfants, donc, ils présentent des difficultés de concentration, de mémorisation, ainsi qu'un état de fatigue physique et psychique. Vous allez me dire comme nous tous, mais là, les enfants présentent un retard net de langage, donc on peut bien comprendre pourquoi, avec des difficultés à lire les expressions émotionnelles, entre autres. Et surtout une chute de plusieurs points de QI.
Alors même s'il y a un mythe comme quoi chaque génération perd en QI, là on a pu le mesurer si vous voulez. On a une échelle d'intelligence et voilà, vous voyez comme c'est dommageable. Les services psy font valoir une augmentation de 600% de consultations en pédopsychiatrie. Alors pour savoir que dans les CMP, des fois il y a 1 an et demi d'attente, 2 ans, j'ai entendu il n'y a pas longtemps à Marseille. Une nette augmentation des troubles anxieux, alors type maux de ventre, encore, on y reviendra, des troubles phobiques, de la scolarité, on aura compris, et de l'alimentation et des cauchemars. Selon l'Association française de pédiatrie ambulatoire, 67% des enfants masqués auraient changé de comportement. Alors pour la suite, je propose aux plus sensibles de détourner leur écoute 2 minutes. Parce que depuis le printemps 2020, les hospitalisations pour dépression, scarification et TS sont en nette augmentation. Selon les spécialistes, alors par exemple le professeur Delorme, chef du département psychiatrique à Paris, il y a plus d'enfants qui sont décédés par suicide qu'à cause du Covid. Et en janvier 2022, M. Véran, porte-parole du gouvernement et médecin, annonce le décès de 13 mineurs de 0 à 9 ans. Alors entre parenthèses, comme je vous ai dit, 5 à 7 ans, donc un tout petit peu avant la période de latence, la représentation de la mort, ça dépend de la pensée magique. C'est-à-dire que pour eux, mourir, c'est un petit peu devenir invisible. C'est pas vraiment réel, c'est pan, t'es mort, hop, on rejoue aux Indiens, aux cow-boys. Donc là, c'est pas matériel. En revanche, à partir de 7-8 ans, les petits, ils commencent à réaliser que mourir, c'est définitif. Des fois, ils ont eu une mamie, ils sont bien compris qu'elle ne revient pas, ou leur chien, ou voilà. Alors, ceux qui vivent leur souffrance psychologique comme insurmontable du fait de leur inexpérience de la vie, ils passent à l'acte. Mais ils passent à l'acte d'une manière que les adultes, des fois, ne comprennent pas. Parce que comme ils agissent sous le coup de l'impulsivité, ils traversent la route sans regarder, on peut parler d'accident, nous, en tant qu'adultes. Voilà, si on n'a pas pu lire leur souffrance en amont. Donc, 13 mineurs de 0 à 9 ans et 15 de 10 à 18 ans, ça fait 28 décès de mineurs depuis le début de la crise. Donc, il y a une étude pédiatrique qui annonce que fin 2020, une hausse de 300% des suicides chez les moins de 15 ans. Et par comparaison à 2014, c'est 0,2% pour 100 000 habitants chez les moins de 14 ans. On va déplomber. Non ? Alors, comment ces enfants vont grandir ? Ou plutôt, comment en finir avec le mythe illusoire de l'adaptation des enfants, qui me tient à cœur. Certains adultes s'accrochent au mythe selon lequel un enfant qui ne se plaint pas, il s'est adapté, sous-entendant qu'il a réussi à ne pas souffrir. C'est un raisonnement qui est déculpabilisant, mais c'est une illusion. Ces enfants, ils aiment suffisamment les adultes pour ne pas les déranger. Donc, comme je l'expliquais dès 2020 chez François, les enfants, ils ne s'adaptent pas à tout. Ils supportent les mesures imposées par une régression adaptative. Donc, ils apprennent à faire taire leurs propres besoins pour répondre parfaitement aux attentes de leur environnement. Les adultes, ils n'avaient pas le temps. Alors, ils ont fait du mieux pour eux. En l'occurrence ici, les adultes, ils semblaient tous débordés. Et de plus, l'enfant, il a du mal à identifier et à formuler ce qui est douloureux pour lui. Les émotions, c'est pas encore clair. Il a les 5 de base, mais ces émotions un peu complexes ou nuancées, c'est pas évident pour lui de dire « je commence à en avoir marre » ou « j'ai pas compris » ou « je me sens bizarre ». C'est pas si évident. Donc les enfants se taisent parce qu'ils ne trouvent pas les mots. Alors, les adultes, ils s'en étonnent peu. D'ailleurs, ils me les amènent en consultation. Je sais pas ce qu'il a. Non, il fait des crises. C'est vraiment, ils sont sincères, hein. Et ils pensent que les enfants, ils ont supporté tout ou qu'ils ont oublié. Alors pourquoi ? Les enfants ne se plaignent pas, mais parce que les adultes ne sont pas disposés à les entendre. Parce que la société, de toute façon, ne les considère pas suffisamment pour exprimer même leurs propres ressentis. En plus, il y en a qui les déforment. Et en fait, ils ne parlent pas, mais donc ils se résignent. Donc ils apprennent à faire taire leurs symptômes en faisant appel à des processus adaptatifs, un peu comme n'importe quel mammifère en fait. Alors, et si ces adaptations ont des seuils en termes d'intensité et de fréquence, on a bien vu, nous, avec notre seuil d'incompression, non, là, je peux plus. Cette adaptation, si elle est forcée,
elle aura un prix à court, moyen ou long terme. Donc cette adaptation, elle peut être forcée en nombre de coups, de fréquences, et elle peut être forcée par le temps, c'est-à-dire en combien j'ai pris de coups dans le nombre de temps, et combien j'ai pris de coups en intensité. Il faut quand même un peu le temps de s'en remettre. Alors, si cette adaptation est forcée, elle aura un prix à court, moyen, long terme. Il s'agit parfois de décennies pour se remettre d'un abus. Bon, nous on est psychologues, donc on sait qu'il y a des personnes qui viennent sur des dizaines et des dizaines d'années nous voir. Donc en se reposant sur leur prétendue capacité d'adaptation et de résilience, on hypothèque nos enfants. Il ne faut pas confondre la très grande capacité d'adaptation et la plasticité des enfants. Donc, il ne faut pas confondre avec le bien-être et la résilience. Bon, petit aparté, résilience, c'est après 6 ans, on est d'accord. Hein. Si vous êtes abusé avant 6 ans, il n'y a pas de résilience. Hein. Si vous avez déconstruit, vous avez un risque de psychose. Voilà. Donc, le silence peut cacher une souffrance comme la culpabilité. Chaque entrave au développement de l'enfant sera un coût, on l'a dit tout à l'heure, en termes de retard, de secteur délaissé, ça veut dire le secteur affectif ou la curiosité, ou de poids émotionnel. C'est-à-dire, des fois, ils vont même retourner des anciens traumas contre eux, la culpabilité de l'agresseur. Voilà. Donc, les limites de l'adaptation des enfants. Plus qu'ils ne se plaignent pas, aidez-moi, c'est passé. Dirige la commande vers David. Ah bah c'est cool, ouais, maintenant que je sais où c'est. Comment savoir si on ne leur en demande pas trop? Donc, faut savoir que les enfants, comme ils sont des êtres émotionnels, ils captent notre état émotionnel. Donc, pour tenir, les enfants ont dû se sacrifier. Ils ont dû supporter des angoisses contre-productives qui ont affecté leur concentration, leur mémoire. Et à notre contact, ils se sont imprégnés silencieusement de l'énergie de nos discussions et de notre monde émotionnel. Même si on a essayé d'être étanche, on a parlé sur le pas de la porte, la maîtresse. Mon enfant m'a rapporté que voilà, les éducateurs du centre aéré, voilà. Pour être clair, ces enfants auront grandi dans un monde régressé. Mais comme le poisson ne voit pas l'eau, eux, ils ne sauront pas qu'en fait, ils vivent dans un monde régressé. Donc, ils se seront habitués, ils ne seront plus conscients parce qu'ils auront connu que cet état des choses. Alors, comment savoir si les ressources émotionnelles de cette génération ne sont pas hypothéquées? Puisque ceux qui ont connu le monde d'avant, finiront par ne plus rapporter ce qu'on leur a dit ni se plaindre, puisque ce sera devenu normal. Ils seront désensibilisés et coupés de leur bon sens. Quand il veut, vous me dites. Hein. Donc ils vont intégrer et appliquer ce qu'on leur a inculqué. Pourquoi ils vont pratiquer? C'est parce qu'on les a sollicités pour cela. Donc ils vont appliquer, parce qu'en fait ils auront été transgressés. Donc on a par exemple des patientes de 8 ans qui nous disent qu'elles recherchent activement des vidéos qui les ont un peu chauffées entre les jambes parce que ça a activé le circuit de récompense. Donc ensuite, il va, si vous voulez, co-créer une société qui va mal, parce que chacun, 1 plus 1, ils vont finir par... il n'y en aura plus un pour arrêter l'autre, si vous voulez. C'est pour cela que nous rappelons qu'il ne peut pas y avoir d'éducation à la sexualité. Donc nous, on met des guillemets d'éducation à la sexualité, avant la puberté. Alors, qu'il peut y avoir, par exemple, de la prévention, mais pas d'éducation sexuelle. Et d'ailleurs, aucune éducation sexuelle ne doit être autorisée par les autorités parentales, parce que ça va fermer des portes essentielles comme la pudeur, la rationalité et l'empathie. Donc toujours pas? Alors, comment protéger nos enfants? Bon, on va refaire des enveloppes contenantes. On parlait du Moipo avec Régis, non? Alors, les enfants... Ouais, merci. Je suis à la 11e. Les enfants vont pouvoir nous parler. Je vous le donne, le PowerPoint. Hein. Les enfants se découvriront dans des lieux sécurs. Ils vont oser poser leurs questions, donc, par exemple chez le psy, parce qu'ils savent que c'est censé pas sortir de la consulte. Et que donc nous, pour les faire tenir, on a essayé de soigner avec de l'amour. La clinique un peu poétique, une clinique de mots, revenir au sens des mots, et du coup de toutes les nuances de pensée. Autant il y a de mots, autant quand on trouve le bon, ça éclaire, ça solidifie, ça sécurise quelque chose. Donc en entrant dans le langage, l'enfant il exprime son désir inconscient de rentrer en communication, c'est ça l'amour. Donc les mots, en fait, ils ont ce pouvoir de décliner tous les sentiments et les nuances. Je vous passe, du coup, comment on s'y prend, nous, les psys, pour entendre un enfant, parce que ce qui vous intéresse, c'est comment on contient le chagrin, parce que c'est des êtres émotionnels, comment on le détecte. Donc, comment se pose la question d'accompagner des enfants? C'est bon?
Donc en fait, il faut apprendre à les écouter, à écouter la souffrance dans le tendre d'une souffrance lovée au creux de l'amour qui nous porte. C'est-à-dire qu'évidemment, ils vont pas dire « Maman, j'ai un problème ». Ils vont dire « Tu sais, je vais pas bien ». Puis moi, si je m'assois en disant « Ça y est, je suis disposée », là, ils vont me dire « En fait, j'ai un petit souci, voilà ». En fait, ils nous aiment suffisamment pour pas nous déranger et nous décevoir, parce qu'eux, ils associent ça. J'ai un problème, ah bon, je suis décevant, ou nous ennuyer. Et beaucoup de parents et de grands-parents, ils se trouvent dans le même système. C'est que eux-mêmes, pour pas les embêter, ils vont pas savoir quand aborder le sujet. Donc les enfants ne sont pas écoutés parce que déjà les parents ne savent pas faire ou que eux aussi ont des angoisses à gérer. Donc rencontrer un enfant, c'est prendre le risque de réaliser soi-même qu'on se sent vulnérable. Bon, c'est pareil dans les couples, hein. Mais voilà, pour les enfants, on se dit « Et s'il avait pas supporté nos 2 ans ?» Et puis nous, on sent le nôtre qui appelle à l'aide aussi, notre enfant intérieur qui appelle à l'aide. Alors, voilà, je vous ai mis une citation d'Anne Dufourmontel. La question de l'amour, c'est celle de l'hospitalité inconditionnelle. Donc quand on se place là, de toute façon, mon chéri, je t'aime, là, on va pouvoir les aider à parler. Donc, chaque enfant a droit à l'amour du fait que c'est l'attachement maternel, donc c'est l'hospitalité inconditionnelle, je viens de vous le dire. Donc, on va passer vite. On peut peut-être passer à la suivante. Comment on va pouvoir retrouver nos capacités à filtrer le nombre de stimuli et leur intensité. Donc je vous ai dit le nombre, l'intensité dans le nombre de temps. Et comment trouver des narrations qui préservent leur monde et maintenir un environnement propice à un développement psycho-affectif de qualité. Donc par des contes vraiment adaptés, des petites histoires qui leur paraissent être un peu loin, qui va permettre d'enclencher des processus d'assertivité, c'est-à-dire on en parle sans avoir l'air trop d'en parler, mais c'est surtout que ça va élaborer leur boîte à outils. Vous savez, c'est quand l'histoire de la maman de Bambi, quoi. Faut pas dire que la maman de Bambi, elle est pas morte. En fait, si, elle est morte. C'est important, parce que comme ça, moi qui n'ai jamais vécu la mort, si déjà j'imagine comme ça doit être terrible, eh ben, je vais pouvoir avoir un pré-pensé, quelque chose où il y aurait déjà des creux, des empreintes pour pouvoir poser la prochaine des morts que je vais rencontrer. Donc je parle de les tenir informés de l'évolution de la réalité extérieure. Vous savez, ce moment, on a dû leur expliquer qu'on allait se masquer maintenant qu'on allait sortir. Moi, ça m'a brisé le cœur. Je leur ai dit, ma maman, elle doit... Et puis il a fallu lui dire tout ce qu'on n'avait pas caché, mais on avait essayé d'arrondir jusque-là. Donc le fameux principe de réalité, parce que si vous lui mentez, eh ben, ça va le bousiller, il n'aura plus confiance en vous. Et tout en conservant intacte leur capacité de développement. Ça sans les effracter trop vite. Alors, je vous ai mis une citation de Simone de Beauvoir. L'amour est nécessaire à l'affirmation de la vie. Ce discours vrai, empreint de réalité, du coup, ça va les guider. Parce qu'au moins, c'est un peu comme l'histoire du Père Noël. Il n'y a pas d'histoire de mensonge, ça n'existe pas. C'est une légende. C'est une légende. Donc, quand il va réaliser, eh ben, en fait, c'était une légende, c'est tout. Comme les fées, ou... vous voyez, comme ça fait une empreinte dans laquelle il va pouvoir être en sécurité. Les enfants éveillés à leur intériorité seront appréciés les discours confusionnants des autres qui vont vous dire oh, je suis un homme, je suis une femme, je sais pas quoi là, comme des vérités subjectives, émotionnellement puissantes pour celui qui les énonce. Bah disons, pour lui, ça a l'air d'être vrai. Donc en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui plus qu'hier, mon travail de psychologue auprès des enfants, c'est de travailler leur capacité à accepter l'autre, on l'a vu, l'empathie, et à affirmer leur contenant psychique tout en les confortant dans leur propre capacité de discernement. Quand même, ils sont capables de discriminer une petite maison d'une grande maison, un homme d'une femme, à peu près, il y a des critères. Voilà. Et donc, tout acte de vérité, c'est sous-entendu par une énergie d'amour. Et ça, ils le comprennent, ils le téléchargent, on va dire. Par la capacité d'entrer dans le langage, tout en s'aimant soi. C'est-à-dire en consolidant sa sécurité intérieure. Si vous voulez changer de slide. Relancer la créativité des adultes quant à la fabrique de solutions de protection. Ça vous intéresse, hein ? Allez, on finit par des notes finales un peu plus revigorantes. Comment on peut réagir face à nos enfants ? On le maintient dans son intégrité psychique, on le croit. Donc le fameux principe de réalité, il n'est pas seul face à ses questions, à ce qui lui fait souci, à ce qui l'angoisse. C'est déjà, je suis là, je t'écoute. Numéro 2, rester à l'écoute. C'est-à-dire, quand on va sentir l'angoisse monter à l'intérieur de lui, on ne bouge pas les trous. On lui dit, bah oui, bon, ça va. On dit, oui, je reste sensible. Et donc on le rassure, je suis là, je peux tout comprendre, je peux tout entendre en tout cas. Recueillir les questions chargées d'anxiété, répondre à son besoin de se rassurer. En vrai, bon, bah, comme tous les humains, dans un premier temps, quand ils vous parlent, ils veulent vérifier la sécurité. Je vous écoute, mais c'est pareil, vos femmes. Hein,
Et ensuite, je suis prêt à te comprendre, donc rester à l'écoute, et ensuite recueillir. C'est-à-dire, rassure-toi, rien ne va s'écrouler si tu prononces ton problème. Ensuite, nommer correctement. On essaye de reformuler. On banalise pas la souffrance. Ah, ça va, moi aussi, puis à ton âge, avec tout ce qu'on te paye, tu pourrais quand même, je sais pas, pas de mauvaise réflexion. Ah, mais parce que c'était ça ton problème. Voilà, pas de regard accusateur. Qu'est-ce que tu vas me dire? Et pas de discours culpabilisant. On conserve une posture parentale, une autorité bienveillante. On énonce des repères structurants. Bah ouais, peut-être que ton éducateur aurait dû te raconter ça, moi je sais pas. Et face aux discours paradoxaux. On les aide à différencier les règles de protection des règles de domination. On a vu tout à l'heure un exemple. Apprendre les enfants à discriminer ces règles. Il doit être autorisé à remettre en question les règles de domination. Le tais-toi quand les grands parlent. Non, à la limite, non, s'il te plaît, attends qu'on ait fini de parler. Mais c'est pas tais-toi, priorité à droite, ça se passe pas comme ça. Et il doit cependant respecter des contraintes, vous voyez, le cadre, les règles de protection et de transmission. Brosse-toi les dents avant de dormir. Écoute-moi d'abord. Moi, je t'ai écouté, tu m'écoutes. Okay. Le former à discriminer une règle de domination déguisée en règle de protection. T'es puni parce que tu portes mal ton masque et que ça peut tuer des adultes. Ah bon? Encore. L'éduquer à discerner une injonction maltraitante déguisée. Quand quelqu'un parle à sa place, par exemple. Mais non, toi t'aimes pas ça, t'aimes pas les maths, t'aimes pas ce copain. Je te dis ça, c'est pour ton bien. Donc tout à l'heure, on avait vu, c'était Karine, je crois, qui parlait d'Olanier, et les apprendre à discerner ce décalage de perception. Et on revient bien au corps, et tu vois, il y a un petit décalage, tu te sens un petit peu mal à l'aise. C'est ce que nous disent les enfants quand on les écoute. Je me suis sentie confus. Slide suivant, on a bientôt fini. Comment répondre aux troubles de son enfant? Bon, j'essaye. Tranquille. D'abord, dédommager ses enfants en aménageant des espaces de compensation, comme on a fait pour nous. Là, je vais respirer. Là, avant de voir la fin de cette vidéo, je vais prendre une pause. Là, voilà. Il faut vraiment qu'on se retrouve à l'intérieur parce que ça nous a un petit peu décalé. Sinon, on s'auto-lance des fléchettes de toxicité. Il va falloir qu'on décontamine après. Donc, des espaces de compensation psychique, par exemple des jeux, des méditations, des exercices de ressenti émotionnel. Et là, t'en es où? Tu ressens quoi? En plus, il y a plein de bouquins maintenant qui sont sortis sur les émotions, mais des émotions un peu plus fines. Vous voyez, un peu déçu, dégoûté, pas juste colère, joie. Vous voyez, là, Gaston Lalicorne, il commence à s'améliorer. Des exercices de gestion des émotions et de respiration pleine conscience. En plus, ils sont super bons élèves. Ils aiment bien faire ces visualiser, et puis en plus, ils les garderont pour toute leur vie. Diminuer leur stress en se reconnectant à leur corps par la respiration, ou même leur faire sentir un objet. Vous vous rappelez que si on les fait régresser dans un stade antérieur, ça leur fait du bien, ça sécurise à quelque chose, ça leur fait leur seuil d'incompression, comme pour nous. Ou quelque chose qui les rassure. N'importe quoi. Oser des jeux de contagion par le rire, parce que ça libère le diaphragme et le cœur. Mais c'est n'importe quoi ce qu'il t'a raconté l'autre. T'as pensé quoi? Et en fait, voilà, même si après on décortiquera et on leur expliquera. Mais dans un premier temps, on a le droit de rire quand même, ça va, c'est énorme. Encourager la lecture et la création de poésie. On revient toujours aux mots. Pour reconnaître les émotions complexes et libérer le mental. Complexe, c'est compliqué. Eux, ils vont dire, mais c'est compliqué. Non, c'est complexe, j'ai le temps de t'écouter. Vous voyez, comme vos femmes, elles ne sont pas compliquées, elles sont complexes. Cela leur permettrait d'avoir ponctuellement accès à un état de sérénité, de sécurité intérieure, et de se reconnecter à leurs possibilités de création. Encore, de mots, de nouvelles émotions, de jeux. Alors j'insiste sur les exercices de souffle et de création, parce que ce sont les clés de l'expression qui libèrent tout le psychisme et les apprentissages. Et éventuellement, rencontrer un spécialiste s'il continue d'aller mal. Slide suivant, comment accompagner son enfant face à ce monde? Amandine, il faut conclure. Allez, donc on lui donne une boîte à penser, une boîte à outils. Donner des réponses optimistes sur le fonctionnement du monde, si vous allez en trouver. Voilà, tu sais, les pays se sont alliés pour faire la guerre, on explique d'où ça vient. Faire preuve de cohérence, préférer la sensibilisation de la protection de l'intimité du corps. Expliquer, par exemple, un truc simple, on ne peut pas toucher sous ton maillot. Voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de dire les seins, sauf en cas d'acte médical avec les parents. Voilà. Privilégier la contention,
le rappel de notre confiance en lui, rappeler qu'on n'a pas le droit de faire certaines choses avec lui, et ensuite les sensibiliser à détecter les techniques de séduction dont Régis parlait, et en tout cas ne pas tordre leur ressenti. Ouais, mais j'étais un petit peu d'accord. Non, il n'allait pas faire ça, c'est tout. Comment relancer la vitalité de son enfant? La dernière, donc par l'imaginaire. L'humour, on l'a déjà dit. Ah ouais, tu m'as envoyé direct, ok. Donc ça permet de décoller des agressions. J'ai fini. Donc ça permet de garder leur subjectivité et donc leur liberté interne. La conclusion générale. Donc les chiffres et les bilans psychologiques que je viens de dire, ça révèle un vrai dysfonctionnement de notre société qui en exige trop de nos enfants. Les enfants, donc, ils ont été exposés à une logique imprévisible, des injonctions paradoxales et continues, et une négation de leur bon sens, une surveillance permanente, parce que là, pour le coup, ils étaient surveillés même à l'école, et maintenant, une éducation à des standards qui sont complètement effractants. Alors aussi, je vous exhorte à prendre soin d'eux, en recherchant un maximum à équilibrer vos relations. On ne lutte pas contre ce qu'ils pensent, on l'a déjà dit, ça ne sert à rien de les prendre de front, on les accueille, on les reprend là où ça s'est décousu, parce qu'on les avait cousus quand même, on reprend le fil de dessous et on les reprend dans leurs relations en général. On les aide à préserver l'amour des liens. Mais ton copain, comme nous, on voudrait bien rester copains avec nos copains d'avant et conserver notre fonction contenante et enveloppante. Voilà. J'espère avoir été éclairante et je vais vous remercier quand même de nous aider à réveiller chacun à sa créativité et à sa vitalité. Et je vous remercie pour votre écoute. Alors un grand merci Amandine, un grand merci à tous parce que voilà, on vous demande de tenir quand même pour terminer cette matinée qui a largement débordé. Je vais de suite ouvrir les questions à la salle, questions, remarques, voilà pour Régis, enfin, n'importe quel des intervenants. Je vais passer le micro tout de suite. Tu veux venir avec moi, Régis? Comme ça, si jamais il faut répondre. Si vous pouvez passer le micro, merci. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Yvan, je suis enseignante en CE1. Et ma question, donc c'est pour Amandine. J'aimerais avoir accès aux vidéos sur les ateliers qu'on a eu en classe avec les enfants qui cherchent le regard de la maîtresse quand ils sont perdus, parce que j'aimerais bien pouvoir le diffuser, moi, à d'autres enseignants. Alors, nous, enfin en tout cas moi, mais je crois que mes collègues, on est plutôt de la politique de résumer. Moi, comme je viens de l'expliquer, ces vidéos-là, elles envoient des fléchettes. Alors moi, je peux te les retrouver. D'ailleurs, c'est à la suite de mon courrier, j'en ai mis une ou deux. Et puis, je me suis rendu compte que les gens se gargarisaient de ces choses-là. Et donc, ça les faisait, au lieu de se cibler, solutions, etc., se remettaient. Et c'était, tu vois, ces trucs de télé-réalité, quoi. Ah, il y en a une, elle fait encore mieux, puis l'autre en fait mieux. Et ça amène ensuite le phénomène de la bouc émissarisation. L'infirmière du, je sais pas combien, la psychologue du temps. Et c'est justement pas celui-là qu'il faut attaquer. C'est-à-dire que nous, on le fait, on va dire, pour notre culture générale, de savoir que des choses comme ça se passent. Qu'il n'y a plus l'infirmière. Que par exemple, le drag queen, il rentre déguisé. C'est-à-dire qu'on peut très bien venir en tant qu'homme et dire que samedi soir, moi, vraiment, je suis tellement mal dans cette société que je me déguise en femme et regardez comme je suis belle le samedi. Déjà, la maîtresse est là, elle pourrait lui montrer des reportages sur les drag queens, il n'y a pas besoin qu'il rentre. Déjà, il faut revenir à l'étymologie d'école, c'est scolé, lieu clos, dans lequel on pourrait prendre de la distance. Donc là, c'est carrément, mais un contresens, si vous voulez. Donc voilà, je te les envoie, je vous les envoie, il n'y a pas de problème. Mais attention à la dose déjà, et attention de ne pas le donner à ceux qui vont se gargariser, nous compris, on ralentit pour voir l'accident. Donc on va regarder, mais attention au dépôt psychique et au fait que ça va activer notre circuit de récompense. Donc plus on en regarde, plus on va en voir une autre mieux. Donc plutôt, après, il faut compenser par quelque chose d'un peu plus qui nous sort qui nous décolle un petit peu de tout ça. Tu veux ajouter quelque chose ? En fait, je pense que Amandine aussi insiste sur la transmission du trauma malgré nous. C'est-à-dire que aussi, de voir un certain nombre de vidéos, alors évidemment, on se les tous infligés avec ces textes, mais ils nous ont traumatisés. Enfin, je veux dire, c'est clair qu'on a quand même quelques outils pour essayer de passer outre, mais c'est pas évident. Karine va peut-être m'assurer. Les drag queens, c'est aussi dans un contexte particulier et culturel, mais à ce moment-là, c'est la même ce que dit Amandine. C'est aux Antilles, les drag queens dans le carnaval, c'est tout à fait habituel, c'est culturel, et ça
en même temps le sens de l'humour et personne se demande ce qu'ils font dans leur intimité à la maison. Ça fait partie du jeu du carnaval et donc c'est dans un contexte très particulier. Mais les drag queens dans l'école, ça paraît complètement incongru, quoi. Autre question, intervention là-bas. J'arrive avec le micro. Sylvie, simplement savoir, on a un dispositif sur le harcèlement, on a un certain nombre de lois sur le harcèlement, dont le harcèlement sexuel. Est-ce qu'on peut opposer un harcèlement sexuel aux enfants, aux pratiques qui sont donc exercées à l'encontre des enfants, donc harcèlement sexuel? En attendant, je vais vous donner juste un point de détail très important. Le fait, mais je reprends ce que dit plus concrètement ce qu'a dit Amandine, le fait qu'un enfant qui est en pleine souffrance psychique, à un moment puisse sortir de cette souffrance psychique pour jouer avec son copain, etc. C'est ce qu'on vous montre souvent dans les reportages de guerre. On vous dit, oh les enfants, ils continuent à jouer au football, etc. C'est tout à fait, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en souffrance psychique. Hein. Chez l'enfant, c'est tout à fait classique, habituel, que par moment, c'est de l'automédication, on dirait en fait, qu'ils se font, soit dans une situation de jeu où ils s'extraient de la situation stressante. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de souffrir. Excuse-moi. Même les abusés, même les... Je vais répondre à la dame d'abord. Oui, je pense qu'on peut concevoir ça au niveau juridique. Par du harcèlement sexuel, mais il n'y a pas que ça. On peut se retrouver en situation de corruption de mineurs. On peut aussi se trouver face à une infraction d'atteinte à la moralité d'un mineur. Il s'agit du fait par toute personne soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, un message à caractère pornographique lorsque celui-ci est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Pour répondre à la dame qui parlait d'enseignants qui sortent de la salle de classe pendant qu'un intervenant parle de sexualité aux enfants, vous avez quand même l'infraction délaissement de mineur, qui est celui qui expose délibérément quelqu'un à un danger en l'abandonnant dans des conditions dangereuses pour lui et notamment pour sa vie, sa santé et sa sécurité. Cet article vise toute la chaîne de l'enseignement jusqu'au ministère de l'Éducation, lorsque des mineurs sont laissés seuls avec un intervenant susceptible de nuire à leur intégrité psychique. On a des textes. Vous avez sinon plus simplement, mais c'est plus, ce sont des contraventions d'outrage sexuel. Et vous voyez, d'imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle, ou sexiste, mais ça c'est pas le propos, qui soit porte atteinte à sa dignité, soit crée à son encontre une situation intimidante. Et on l'a entendu, les enfants se bouchent les oreilles, sont horrifiés par ce que disent les adultes. Donc on est dans ces situations, contravention, diffusion de messages contraires à la défense dans le domaine public, mais vous voyez, c'est pas ce qui manque non plus en matière pénale pour venir poursuivre. Alors c'est bien, encore une fois, qu'on fasse ce colloque, parce que je m'adresse aux enseignants, aux infirmières, à tous les thérapeutes qui peuvent intervenir auprès des enfants dans les salles de classe, parce qu'il y a des infractions qui sont que l'on peut soulever pour une plainte devant le procureur, pour une citation directe, aussi plainte devant l'ordre concerné. Donc il faut vraiment qu'on soit vigilant, parce que la situation, on vous force à faire quelque chose dans un régime totalitaire, charte de Biderman et tout ça, qui n'est pas conforme à la loi. Et les enfants sont protégés dans la loi française. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Agir en amont, c'est s'informer ensemble pour savoir ce qui ne se fait et ce qui ne se fait pas. Ce sont les adultes qui doivent être éduqués et laisser tranquilles les enfants. Voilà. Alors, compte tenu de l'heure, une dernière question. Après, vraiment un grand merci d'avoir patienté jusque-là. Il y a quand même des intervenants cet après-midi, donc il va falloir... Je vous laisse la parole pour la dernière question et après on fait la pause repas. Alors, à l'école ou au centre de loisirs, peu importe, on est face aussi à des nouvelles... l'histoire des transgenres, tout ça. Et ma fille me pose la question, mais dis donc maman...
Elle a 6 ans, elle avait 6 ans. Les garçons, on lui a fait comprendre qu'est-ce que c'est un garçon et une fille. Et elle avait dit, mais maman, finalement, est-ce que les garçons peuvent... j'ai vu, il y a un camarade de classe qui a mis du vernis et que donc forcément notre façon de lui expliquer les choses n'est pas du tout conforme à ce que l'éducation nationale commence. Et puis on a des animateurs qui sont, on va dire, à jour tout ce qui est LGBT, donc ils vont contredire tout ce on dit. Et là, ça devient compliqué. On ne sait pas où est notre place et qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants sans qu'on soit, nous, mis en échec. On peut lui dire que c'est confusionnant, que par rapport à la culture que vous lui aviez transmise, on comprend qu'il soit perturbé. Comme ça, il continue bien à aller à l'école en se rappelant que c'était pas ce qu'il avait appris jusqu'à hier et que là, il y a des choses bizarres. Ceci dit, c'est pas le vernis qui fait le drag queen. Mon petit, des fois, il prend des vernis parce qu'il a une grande sœur, ou il a pu jouer avec des Barbies parce qu'il en avait plus que d'autres à disposition. Pour autant, je pense pas que demain, il ait un souci avec sa sexualité. On peut aussi relativiser. Tous les enfants se déguisent et tous les enfants peuvent se mettre du vernis, que ça soit dans un sens et dans l'autre. Ils se déguisent, voilà. Et que c'est un jeu. Et que ce qu'il faut dire à l'enfant, c'est que le petit garçon, son copain soit déguisé d'une certaine manière, le vernis. Ouais. Alors, il va falloir qu'on interrompe. C'est bien, mais c'est pas à prendre au pied de la lettre et toujours, quoi. Voilà, c'est des enfants. Merci. Voilà. Alors, merci à vous.